Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accompagner au cours de cette soirée. Demain, en France, nous allons célébrer la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. La date du 10 mai elle n'a pas été choisie par hasard, puisqu'elle correspond à l'adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage. Alors, vous allez peut-être nous dire, l'esclavage, c'est du passé, hein, c'est du 18e, 19e, du 15e d'ailleurs au 19e siècle. Mais c'est peut-être oublier qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale du travail considère qu'au moins 21 millions de personnes sont réduites en esclavage aujourd'hui, en 2019. 21 millions, c'est d'ailleurs plus qu'entre le 15e et le 19e siècle, lorsque la traite négrière était légale. C'est oublier aussi que, comme dans le passé d'ailleurs, nous sommes peut-être tous responsables de cela, d'abord éthiquement, et peut-être aussi de façon notre communication et notre consommation. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs avec nos invités, trois spécialistes évidemment de la question que je vais vous présenter. Sur ma gauche, Sylvie Audy, vous êtes journaliste et présidente du Comité contre l'esclavage moderne. Depuis 25 ans, votre association apporte une assistance sociale et juridique aux victimes dans toute la France, et vous dénoncez également les situations de ce type partout dans le monde. Sur votre gauche, Clara González, vous êtes chargée de contentieux pour les dossiers de travail forcé et esclavage moderne pour l'ONG Sherpa. C'est une ONG de juristes et d'avocats. Vos actions notamment, c'est le plaidoyer et le contentieux. Et puis avec nous également Marc Dufumier, vous êtes président de Commerce Équitable France, un collectif national de concertation et de représentation des acteurs du commerce équitable français. Et puis je tiens à souligner aussi la présence sur scène de Rémi et Marion qui vont nous rejoindre également. Rémi qui est déjà présent, de TIC 44, un service d'entrepreneuriat pour la langue des signes. Merci également à eux pour leur travail ce soir. Nous allons, si vous le voulez bien, commencer ce thème par une définition, parce que j'évoquais quelques mots d'histoire il y a un instant, la traite négrière, l'esclavage, et on se dit tout ça a peut-être un peu disparu, mais qu'est-ce que l'esclavage ? Quelle est la différence entre un travail un peu difficile et l'esclavage ? Elle est énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de commun entre les deux. Le travail illégal, ce qu'on appelle en fait le travail au noir, est un travail où effectivement une personne est exploitée. Elle peut faire des heures supplémentaires, elle peut être non payée, mais elle a une liberté d'aller et venir. Elle n'est pas sous l'emprise de son exploiteur, alors qu'à l'inverse, une personne est considérée comme étant en situation d'esclavage quand elle effectue des horaires de travail exorbitants du droit commun, 15 à 20 heures par jour, sans congé, quand ses papiers d'identité, son passeport est confisqué ou détruit, quand elle a des conditions de vie indignes, c'est-à-dire qu'elle dort par terre, qu'elle mange une fois par jour, qu'elle peut être enfermée, qu'elle ne sort pas et qu'elle est totalement isolée culturellement et socialement, avec une rupture totale des liens familiaux, avec malheureusement en plus souvent des violences psychologiques ou physiques, voire même des agressions sexuelles ou des viols. Clara González, vous représentez une association de juristes. Est-ce que justement, tout ce qu'on vient de nous présenter avec des actions très concrètes, dormir sur le sol, avoir des heures incroyables par jour, est-ce que tout ça, c'est identifié, écrit dans un code, dans des lois internationales, nationales ? Est-ce que le juriste peut répondre à cela ? Oui. Alors ça a pris un peu de temps pour arriver à ces définitions, et d'ailleurs le comité contre l'esclavage moderne, représenté ici par Sylvie, a beaucoup œuvré au niveau français, et je pense que tu pourras nous en dire plus sur comment on fait pour faire rentrer aussi ces normes internationales et européennes dans notre droit français. Ce qui est justement intéressant avec la lutte contre l'esclavage moderne et l'aboutissement à sa définition juridique, c'est que c'est venu beaucoup à l'inverse d'autres formes de droits sociaux et de protection des droits humains, de l'international et de l'européen vers notre droit national français. Et on a mis un peu de temps, on a même été condamné par la CEDH en France pour faire rentrer des définitions qui appréhendaient suffisamment le phénomène. Alors, la France était plutôt en retard dans ce domaine ?
La France était plutôt en retard. Alors, vraiment, je laisse Sylvie, qui a eu cette expérience-là, vous expliquer un peu mieux pourquoi. L'esclavage, aujourd'hui, il est défini par le droit comme l'exercice d'attributs de propriété sur un individu. Et ce que vient de nous raconter Sylvie sur la situation aujourd'hui des personnes qui sont réduites à l'esclavage domestique, par exemple, en France, le montre bien. C'est-à-dire que la personne devient un objet qu'on utilise à des fins d'exploitation pour son propre profit, son propre intérêt. Ce qui est intéressant aussi dans les définitions juridiques, c'est qu'on a plusieurs niveaux qui nous permettent aujourd'hui d'appréhender au mieux les phénomènes tels qu'ils existent. Donc on a le travail forcé, on a la réduction en servitude et puis le niveau le plus grave qui est l'esclavage. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu de jurisprudence, même pas du tout sur l'esclavage, notamment parce que voilà, les juges, les tribunaux ne sont pas forcément habitués à appréhender ces phénomènes, mais la jurisprudence se développe sur les questions de travail forcé et de réduction en servitude, et donc le droit vient nous permettre de mieux définir et de mieux réprimer ces crimes et ces délits en France. Sylvie Audy. Oui, alors ce que je veux vous dire, c'est que quand on a créé le comité contre l'esclavage moderne il y a 25 ans, il n'y avait aucune définition dans la loi française qui correspondait à ces situations, ni même dans la mentalité de l'opinion publique et des pouvoirs publics, parce que quand on en parlait, en fait, on nous riait plutôt au nez. On avait le droit à « je suis esclave de ma femme » ou enfin des choses qui étaient un peu étonnantes. Et donc, nous avons choisi le droit, le procès comme arme de combat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des personnes, des victimes sont arrivées jusqu'à nous, c'était généralement des jeunes femmes en situation d'esclavage domestique. Nous sommes allés devant les tribunaux et en fait, les premiers avocats disaient aux magistrats « fermez vos codes, ouvrez vos cœurs ». Et en fait, les seuls articles de loi sur lesquels on pouvait s'appuyer, c'était l'abus de vulnérabilité pour obtenir des services, un travail d'une personne, et les conditions de travail et d'hébergement indignes, ce à quoi s'ajoutait éventuellement la confiscation de papiers d'identité et des mauvais traitements sous différentes formes. Mais c'est vrai qu'au début, c'était absolument difficile, et donc nos avocats, qui étaient tous bénévoles, se sont magnifiquement battus, et on a eu donc 2 affaires très importantes qui sont arrivées devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire quand on a fait le tribunal correctionnel, la cour d'appel, la cour de cassation, on est revenu en appel, rien ne marche. On peut à ce moment-là aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'était pour le cas d'une petite jeune fille qui était venue en France contre de fausses promesses, comme c'est toujours le cas, de scolarisation, contre une aide dans une famille, et qui s'était retrouvée complètement en situation d'esclavage domestique, de servitude, sans pouvoir sortir, sans aller à des cours. Je veux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mauvais traitements, contrairement à d'autres fois. Mais enfin, elle était complètement sous la coupe. Elle avait 16 ans de ses exploiteurs. Elle ne touchait aucun argent. Elle travaillait 15 heures par jour. Et quand une voisine, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui intervient, quand une voisine est venue l'aider et l'a amenée chez nous, elle était en très mauvaise santé parce qu'elle n'avait pas assez mangé, pas assez dormi. C'était une adolescente. Et donc, on a eu une première affaire d'aller devant le tribunal correctionnel à Paris, où là, ces exploiteurs ont été condamnés. Ils ont fait appel. Ils ont été relaxés. Et j'ai entendu un président de tribunal de cour d'appel dire « Mais enfin, mademoiselle, moi aussi, je faisais le ménage dans ma chambre quand j'étais étudiant », ce qui est quand même un morceau d'anthologie pour moi. Et donc, après le cassation, on était devant la Cour européenne des droits de l'homme, où là, en 2005, la France a été condamnée pour ne pas avoir donné à cette personne les moyens d'avoir un procès, d'avoir justice pour ce qu'elle avait vécu. Et c'était la première alerte pour la France. Et néanmoins, tout ça, ça continuait assez calmement. La France n'a pas introduit dans sa loi les textes législatifs internationaux. Et en 2012, nous sommes revenus une deuxième fois devant la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois avec le cas de 2 jeunes filles burundaises qui avaient été recueillies par leur oncle après les massacres au Burundi. Leurs parents étaient morts. Il était diplomate. Elle vivait dans la cave. Donc le ménage, elle s'occupait de tout dans la maison. L'une d'entre elles allait quand même à l'école. Et c'est là où elle s'est évanouie un jour. Et donc ça a quand même mis la puce à l'oreille de tout le monde. Et en 1999, elle a été libérée, c'est-à-dire prise en charge par des associations, puisque c'est le cas. Et le procès, en 2012, à la Cour européenne des droits de l'homme,
où là encore, la France a été condamnée pour les mêmes raisons. Donc à partir de là, effectivement, en 2013, à l'occasion d'une transposition d'une directive européenne sur la traite des êtres humains, puisque ça existe encore aujourd'hui, les députés ont pris le mort aux dents et ont décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Et ils ont donc proposé des amendements. Je cite Axelle Lemaire, puisque c'est une députée socialiste qui a été à l'origine de cet amendement, et pour introduire la réduction de l'esclavage, le travail forcé, la servitude dans le code pénal. Donc c'est maintenant chose faite. La deuxième étape, c'est que la magistrature s'en empare, et c'est encore un autre combat, parce que c'est très difficile. Et donc aujourd'hui, nous avons toujours des affaires qui viennent devant les tribunaux. Enfin, vraiment, on a énormément. Mais on a encore peu de cas qui ont été jugés avec cette loi. Rappelez-nous la date de cette loi. 5 août 2013. 2013. Il a fallu attendre 2013 pour avoir cette loi. Il a fallu attendre, il a fallu vraiment se battre. On pensait qu'on n'y arriverait pas, mais on n'a jamais. Vous savez, quand on est une petite ONG, il faut beaucoup de persévérance. Donc on n'a jamais lâché. On a effectivement de très bonnes juristes, on a de très bons avocats. On s'était toujours dit voilà, qu'on arriverait un jour à le faire. Et c'est vrai qu'on a fait ce colloque à l'Assemblée nationale le 11 avril pour fêter nos 25 ans. Et Axelle Lemaire était là à la tribune et on l'a encore remercié d'avoir ce jour-là compris qu'elle devait, c'était vraiment son devoir de le faire. Parce que ça voulait dire, c'est peut-être aussi une question pour vous, Sylvie Audy, ça voulait dire que la société n'était pas prête non plus à accepter que l'esclavage existait encore au XXe et au XXIe siècle ? En tout cas, d'un point de vue de juriste, c'est vraiment toujours un cas d'école intéressant de voir qu'on a une norme, l'interdiction de l'esclavage, qui est une norme en droit international qu'on appelle erga omnes, c'est-à-dire que tous les États reconnaissent comme une norme à laquelle il est impossible de déroger, donc d'une importance première et caractérisée comme un droit humain, c'est-à-dire qui appartient à toute l'humanité et que l'humanité entière doit protéger, et de voir que à l'échelle nationale, parfois nos outils par manque de volonté politique, nos outils juridiques ne sont pas aboutis. Et ensuite, sur l'importance de la formation des magistrats, des policiers, et sur ce qu'est ce phénomène et la difficulté qu'on a en tant qu'individu, que nation, que société à reconnaître qu'il existe dans nos propres frontières, mais aussi ailleurs. Je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, c'est toujours une responsabilité collective de protéger les plus vulnérables, surtout dans des situations où, et alors là je parle surtout pour mon domaine qui est celui du travail forcé, l'exploitation des multinationales, enfin des travailleurs par des multinationales, dans des situations où les personnes qui sont en situation de travail forcé, donc qui est l'une des formes de l'esclavage moderne, ne le caractériseraient pas ainsi elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans des situations de vulnérabilité, de fragilité sociale, économique telle que les victimes ne se sentent pas victimes. Bien sûr. Mais parce que, et c'est là un peu la caractéristique première de l'esclavage moderne aujourd'hui et qui fait le lien en dehors de certaines formes, enfin de l'esclavage et de la traite des êtres humains, dans la traite sexuelle ou de l'abus de certains enfants. La caractéristique, c'est l'abus de la vulnérabilité. On profite de situations qui sont telles pour ces personnes que c'est leur seul échappatoire et qu'à un moment donné, ça leur paraît être la solution. Moi, c'est des personnes que j'ai rencontrées, qui ont travaillé au Qatar pour Vinci, donc qui est l'une des affaires que nous, on a en contentieux. On a déposé une plainte contre l'entreprise Vinci, que vous connaissez sûrement, pour justement travail forcé sur ces chantiers au Qatar. Donc c'est des travailleurs migrants, indiens, népalais, bangladeshis, qui travaillent au Qatar. Nous, on en a rencontré certains en septembre dernier en Inde. C'est des personnes qui savent que quelque part, oui, elles sont abusées, mais de là à reconnaître leur statut de victime de travail forcé, c'est très très compliqué. Est-ce que ça va jusqu'à dénoncer votre travail en disant, attendez, si vous vous mettez à nous défendre, on perd notre emploi, on perd notre dignité, on perd même ce qui nous permet de vivre ? Alors, nous, à Sherpa, les cas qu'on va choisir, c'est des cas où les victimes viennent nous saisir, où c'est des ONG ou des syndicats. Donc on est dans des situations où il y a déjà une prise de conscience et il y a déjà une volonté d'aller chercher alors
la responsabilité de l'entreprise et aussi, et c'est primordial et c'est pour ça qu'on accompagne des victimes, ce qu'on appelle des remèdes, donc des indemnisations de préjudice vécues sur place. Il y a des situations sûrement où de telles actions seraient malvenues. Donc, évidemment, c'est important, mais là, c'est toujours la question de l'accompagnement des victimes dans tous les milieux est la même. C'est-à-dire qu'il faut respecter le choix et l'envie de la victime. Oui, parce que nous, par exemple, quand on nous signale une situation, puisque pour arriver jusqu'à nous, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Et donc parfois, on nous signale les situations de personnes qui sont encore en situation d'esclavage contemporain. Nous allons toujours nous débrouiller pour demander ou faire demander à la victime si elle souhaite notre aide et quel type d'aide et dans quelle mesure. Parce qu'il arrive parfois, ça arrive plusieurs fois, qu'une victime demande qu'on l'aide à s'échapper, à sortir de ces situations, mais sûrement pas qu'on fasse un procès parce qu'il s'agit de gens extrêmement puissants dans leur pays d'origine qui sont leurs maîtres en France et donc ils ne veulent pas mettre leur propre famille en danger. Il nous est arrivé dans une affaire avec malgaches, à la fois exploiteurs et personnes victimes, de tout d'un coup décider de faire fuir de Madagascar, où elle était restée, la fille de la victime qu'on aidait à Paris, parce que la vie de cet enfant était en danger. Donc c'est vrai qu'il faut toujours faire très attention à l'accompagnement que l'on propose. Nous allons rentrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet sur les secteurs et les personnes concernées par, et je pense qu'en personne, c'est surtout les entreprises d'ailleurs, concernées par cette exploitation de l'être humain. Est-ce qu'il y a des secteurs économiques plus touchés que d'autres? Alors vous avez cité une entreprise il y a un instant des bâtiments et des travaux publics. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs concernés par ce problème de l'esclavage moderne? Alors, pour ce qui est de notre domaine, donc, qui est vraiment l'exploitation de ces personnes par les entreprises, il y a 3 secteurs principalement aujourd'hui sur lesquels on travaille et qu'on peut identifier comme les plus touchés. Il y a la question des chantiers, donc le secteur du BTP. Notre affaire avec Vinci, elle est assez emblématique, d'autant plus que ces chantiers au Qatar, donc, qui ont été mis en place par le Qatar en vue de la Coupe du Monde 2022, c'est pas des chantiers dans un pays pauvre. Le Qatar, c'est l'un des pays qui a le PIB le plus élevé du monde, où les revenus sont extrêmement élevés. Juste quand on va sur place, alors moi j'y suis pas allée, mais la responsable du contentieux qui a construit ce dossier y est allée, on voit tout de suite qu'il y a une distinction très très nette qui est faite entre les Qataris, les expatriés, donc français, américains, anglais, et tous ces travailleurs migrants qui sont exploités et dont les revenus arrive à peu près à 1 ou 2% du revenu médian qatari. On est sur vraiment un système d'exploitation organisé, l'association syndicale est interdite, voilà. On n'est pas sur un pays pauvre où l'entreprise peut se défendre, comme le fait Vinci pourtant en disant on est sur un terrain très très compliqué. Voilà, je veux dire, normalement, on a les moyens sur place, a priori, pour protéger ces travailleurs. Donc il y a les chantiers, il y a aussi la question des usines. Donc, notamment dans l'industrie textile, avec l'affaire Rana Plaza qui a été très emblématique. C'est cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh avec plus de 1200 morts il y a quelques années. Principalement, alors là c'est ça qui est intéressant, les morts c'est principalement des femmes ou des personnes très jeunes. C'est dans le secteur ouvrier qui est touché par le travail forcé, ce sont ces personnes-là qui sont les plus fragiles et les plus touchées. L'industrie aussi électronique. Donc nous, on a un dossier à la fois contre Auchan pour l'affaire du Rana Plaza, mais aussi contre Samsung pour l'exploitation, là encore principalement des femmes et des enfants en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam. Et puis le troisième secteur qui est extrêmement concerné, c'est... Pardonnez-moi, la Samsung, c'est pour les téléphones portables? Alors Non. oui, Samsung, Ouais. ils font produire effectivement leurs téléphones portables en Asie. Là, on parle d'usines qui font principalement de la production d'écrans LCD. Et donc avec des ouvrières qui manient des produits extrêmement toxiques. C'est un dossier, alors on a cette chance, en tout cas dans cette affaire-là, qui, pour ce qui se passe en Corée du Sud, a beaucoup avancé,
pour les droits des ouvrières en Corée du Sud. C'est-à-dire que la Cour suprême de Corée du Sud vient de reconnaître cette année qu'effectivement les ouvrières avaient été empoisonnées par des produits toxiques alors que l'entreprise ne leur fournissait pas des moyens de protection suffisants. Et donc on parle de plus de 200 mortes de femmes qui avaient moins de 30 ans quand elles ont eu des leucémies. Voilà, donc c'est vrai que quand on parle d'exploitation au travail, pour nous, c'est important d'avoir aussi cette vision large parce que les impacts peuvent aussi être cela. Et vous puis aviez un autre secteur peut-être C'est ça, c'est l'extraction. Ah oui. Entendu au sens large. De minéraux. Donc les minerais, le pétrole, et puis on peut aussi élargir le champ de l'extraction à les plantations, le secteur agricole, évidemment. Voilà, on y vient. Je vais vous donner la parole également, Sylvie, dans un instant. Marc Dufumier, vous représentez Commerce Équitable France. On est là sur l'agriculture, sur les produits agroalimentaires. Un secteur concerné également ? Oui, très concerné. Donc moi, j'ai surtout travaillé comme agronome dans les pays du Sud, des pays du tiers-monde. Mais prenez l'exemple d'Haïti. Alors s'il y a bien un pays qui connaît l'esclavage et la traite négrière, ils ont connu. Mais aujourd'hui, vous avez des situations, alors je ne serais pas capable de définir juridiquement exactement entre travail forcé, servitude, esclavage, de quoi il s'agit, mais il y a des situations qui y ressemblent étrangement. Le nombre de familles qui sont dans des niveaux de misère tels aujourd'hui que les familles ne pouvant pas donner à manger à leurs enfants, les ménages, sont obligés de les confier à d'autres familles. Parfois, le commerçant usurier auprès desquels ces familles se sont endettées, on les appelle les reste-avec. C'est des gamins. Donc, à l'âge de 6, 7, 8 ans, ça y est, ils sont confiés. Ils vont vivre toute leur vie jusqu'à l'âge adulte sous une dépendance totale. Évidemment, ce n'est pas l'école, etc. C'est vraiment le travail obligatoire, les corvées d'eau, les trucs les plus horribles qui soient. Et puis après, on découvre que quand ils atteignent l'âge de 18 ans, c'est un peu la même chose, sauf qu'ils sont cette fois-ci dans des grandes plantations de bananes en République dominicaine. Et pareil, quand j'entends... alors d'abord, passeport supprimé, dans des ghettos où effectivement il leur est carrément interdit de sortir, et tout ça pour couper la canne à sucre. Donc il n'y a pas de chaîne au pied. Il n'y a pas de chaîne au pied, mais quasiment reste, canne à sucre, banane, ces grandes sociétés multinationales parfois, effectivement, pratiquent un travail forcé qui ressemble quand même assez étrangement à ça. Sylvie Audy. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des chiffres de l'Organisation internationale du travail, de l'ONU. Il se trouve qu'il y a de nouveaux chiffres. Et donc, je peux peut-être vous donner un peu plus précisément en fait, les secteurs concernés et le nombre de personnes. Alors, aujourd'hui, l'OIT considère qu'il y a 40 millions de personnes dans le monde en situation d'esclavage moderne. Sur ces 40 millions, 15 millions sont victimes de mariage forcé, qui est reconnu par l'ONU comme une forme d'esclavage contemporain, et 25 millions victimes de travail forcé. Sur ces 25 millions, 5 millions sont victimes de pratiques sexuelles forcées, que ce soit de la prostitution ou dans les industries pornographiques. Ensuite, il y a dans le travail forcé, dans le secteur privé, qui reprend 16 millions de personnes et qui est extrêmement lucratif. C'est-à-dire que c'est un crime silencieux qui rapporte énormément d'argent à ceux qui le pratiquent. On parle de dizaines de milliards de dollars de chiffre chaque année. Et donc, dans ce travail forcé du secteur privé, arrive en tête la servitude domestique, derrière, effectivement, la construction, le BTP, la production de biens manufacturés, l'agriculture, l'exploitation forestière et les pêcheries, les services de restauration, d'hôtels, le commerce en gros et en détail, les services à la personne, les mines, l'extraction et la mendicité forcée. Et il y a également un secteur de travail forcé qui est public, c'est-à-dire que les États en fait, soumettent des gens à ces conditions de travail forcées, notamment dans les grands travaux d'équipement, de construction, les routes, les ponts, les chemins de fer, dans l'agriculture, dans les mines et dans un service militaire qui se prolonge extrêmement longtemps, qui devient un service de travail. Voilà. Et donc, il existe aussi, comme il faut le dire, des pays avec une survivance de l'esclavage traditionnel, c'est-à-dire où il y a des maîtres et des esclaves, et l'enfant d'un esclave est la propriété du maître. C'est notamment le cas de la Mauritanie, où l'esclavage n'a été aboli qu'en 1980 et où il n'est toujours pas aboli dans la pratique.
Voilà. Est-ce que l'on peut dire que seuls les pays du Sud sont concernés ? Ah, ça, absolument pas, puisque moi, je travaille contre l'esclavage contemporain en France. Et effectivement, ces mêmes études disent qu'il y a en France plus de 100 000 personnes soumises à ces situations d'esclavage contemporain, encore plus en Grande-Bretagne, et je crois pas loin d'1 million de personnes en Europe. Alors, on peut parler des pays si vous souhaitez que je le fasse. Oui. Parce que, alors, je prends mes papiers parce que ça change tous les ans, les chiffres, donc il faut que je regarde. Alors voilà, on distingue deux choses. C'est les pays où la prévalence, c'est-à-dire que le nombre de victimes d'esclavage moderne par rapport à la population nationale est le plus important. Ce sont dans l'ordre la Corée du Nord, l'Érythrée, le Burundi, la République centrafricaine, l'Afghanistan, la Mauritanie, le Sud-Soudan, le Pakistan, le Cambodge et l'Iran, et 10 autres pays dont les populations réunies représentent plus de la moitié de la population mondiale. Donc, évidemment, eux comptent 60% du nombre total des victimes. L'Inde, la Chine, le Pakistan, la Corée du Nord, on y revient, le Nigeria, l'Iran, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, la Russie et les Philippines. Mais alors, il faut toujours faire attention aux biais dans ces chiffres, parce que là, c'est un rapport d'une ONG australienne qui fait un Global Slavery Index chaque année. Il manque des chiffres sur des pays, sur des États arabes, et il manque des chiffres sur des États d'Amérique. Donc, ce n'est pas forcément juste, mais les tendances sont les mêmes, parce que d'une année sur l'autre, nous regardons, et ce sont toujours les tendances. Mais effectivement, l'Europe a, d'une part, par le biais des pays de l'Est, beaucoup de traite à des fins sexuelles. Effectivement, ce sont des personnes que l'on déplace et qu'on amène dans les pays souvent d'Europe occidentale. Et effectivement, dans donc les pays comme le nôtre, nous, par exemple, le comité contre l'esclavage moderne, au début, n'avait quasiment que des victimes d'esclavage domestique. Nous ne nous occupons pas, en fait, de traite et de vins sexuels, parce que quand on a créé le comité, il y avait déjà des associations qui le faisaient, et le faisaient très bien. Donc, on a pensé que ce n'était pas la peine de refaire le même travail. Donc, nous, c'est uniquement à des fins économiques. Et maintenant, on a aussi beaucoup d'hommes, construction, agriculture, services, restauration, artisanat, ateliers. Donc cette tendance, on la voit, elle est partout. Même dans les entreprises en France, il peut y arriver. Marc Dufumier, sur l'agriculture, par exemple, ça peut être le cas en France ? Alors, il y a, non, pas complètement, mais dans les immigrés, enfin, il y a quand même parfois des chantiers d'immigrés, effectivement. Alors, entre travail au noir, travail forcé et tout, mais des gens donc, qui n'ont pas de carte de séjour, donc qui sont embauchés que pour une période courte et aux mains de gens qui les exploitent, effectivement. Je pense que ces gens-là sont quasiment privés de liberté. Alors, juste un secteur que je crois on oublie, que j'aimerais bien qu'on fouille un petit peu, c'est celui des marines marchandes. Le nombre de marins dans des bateaux de pavillon de complaisance qui, de nouveau, on a retiré le passeport. Et je trouve que les gens qui essayent d'enquêter sur ces situations-là ont bien du mal à les regarder dans les bateaux pour savoir, même à quai, et donc à quai, ça peut être au Havre, hein, ça peut être en France, hein, ça peut être ici. Je crois qu'on a quand même bien du mal à vérifier s'il n'y a pas des esclaves dans ces cargos. Clara ou Sylvie, comme vous le souhaitez. Oui, sur la question des immigrés et de l'exploitation dans les champs agricoles, l'ONU a rendu des chiffres il y a peu longtemps sur l'exploitation en Italie des immigrés. C'est à peu près 400 000 personnes qu'on estime être exploitées aujourd'hui dans l'agriculture en Italie. Évidemment, tous immigrés et en situation d'illégalité sur l'exploitation agricole en Italie. Donc évidemment, c'est des choses qui sont aussi près de nous. Et moi, je saisis l'opportunité de votre question qui parle des pays du Sud pour vous expliquer aussi que l'existence même aujourd'hui de notre organisation, Sherpa, c'est justement d'aller questionner aussi la responsabilité donc, des employeurs français
qui vont employer des personnes à l'étranger, donc dans ces pays dits du Sud, donc ces multinationales du Nord. Et est-ce que nos conceptions aujourd'hui du travail forcé, de l'esclavage moderne, s'arrêtent à nos frontières? Ou bien est-ce qu'on estime, et ça c'est le droit pénal français qui le dit, qu'une personne française, donc aussi une personne morale, une entreprise, est soumise au respect des mêmes standards des droits fondamentaux et des droits des travailleurs, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger? Ou bien est-ce qu'on tolère que Vinci ou Samsung traitent extrêmement bien ses salariés français parce que soumis aux droits français, et puis dès qu'on s'éloigne un tout petit peu et qu'on va donc dans ces pays dits du Sud, l'exploitation puisse parfois ne pas rencontrer de limites? Et donc nos actions aujourd'hui, elles se font au niveau français, mais elles viennent questionner justement cette porosité qui existe aujourd'hui dans notre économie et qui fait que nous, Français, alors au sens large, c'est-à-dire consommateurs aussi de biens, on profite de cette économie totalement libéralisée, et donc on achète, comme les téléphones, des produits qui sont issus d'objets de travail forcé, ou que les entreprises fassent des bénéfices énormes. Je pense que ça, c'est important, Sylvie Audy le soulignait, c'est-à-dire l'argent qui est tiré littéralement parce qu'on exploite à l'étranger et qui ensuite revient en France ou ailleurs et est reversé à des actionnaires. On va revenir à la fin de cette table ronde sur le rôle du consommateur qui est très important, évidemment. Vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvie? Oui, quand Clara a parlé effectivement de la situation italienne, où dans le monde agricole, il y a une exploitation énorme des immigrés, et aujourd'hui, maintenant, c'est la mafia qui a pris la tête de ça. Mais en France, nous avons rencontré des gens qui étaient vraiment dans des situations d'esclavage, dans des exploitations agricoles en France. C'est inimaginable, c'est qu'on a beaucoup de mal à le croire, parce que c'est pas juste quelqu'un qui n'est pas déclaré, c'est pas juste quelqu'un qui n'est pas bien payé, c'est quelqu'un dont les passeports est confisqué, et qui dort par terre, qui n'est pas bien nourri, qui est enfermé dans un algéco la nuit et qui ne peut pas en sortir. Et on a beaucoup de mal à... Les travailleurs saisonniers, notamment, ont souvent des conditions très difficiles. Et c'est pourquoi nous sommes en train de montrer un partenariat avec le Maroc dans un projet financé par l'Agence française de développement, parce que nous avons vu beaucoup en fait, de travailleurs marocains arriver en France dans ces conditions d'esclavage contemporain. Et donc, nous souhaitons évidemment participer, pouvoir mieux les aider une fois qu'ils sont en France, mais essayer aussi de prévenir les choses au Maroc. Et donc, voilà, j'étais à Rabat il y a 15 jours pour lancer officiellement ce programme qui va durer 3 ans pour l'identification et la prévention de cet esclavage contemporain. Donc, l'esclavage, même dans des choses comme l'agriculture, existe en France. Je voudrais me faire l'avocat du diable, si vous voulez bien, quelques instants. Lorsque vous pointez du doigt ces entreprises qui utilisent ces hommes et ces femmes, entre guillemets, bon marché, très souvent, lorsque des reportages sont réalisés sur ces chefs d'entreprise ou ces responsables de secteur, ils disent « mais je n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. C'est la seule façon pour faire vivre mon entreprise d'utiliser ces personnes-là ». Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Moi, je réponds que c'est faux, bien évidemment. Il y a effectivement des gens qui souhaitent travailler en France, mais dans des conditions normales. Je pense que s'ils exploitent ces personnes-là, entre guillemets, c'est parce qu'elles sont vulnérables, parce qu'elles ne peuvent pas se défendre, parce qu'elles sont dans des pays dont elles ne connaissent pas les lois. Souvent, une personne qui est comme ça en situation d'esclavage contemporain ne sait pas qu'elle a des droits. Elle a en face d'elle quelqu'un qui lui dit « Ici, moi, je connais tout le monde. Si tu te plains, tu seras mis en prison ». Ils ont peur, ces gens, ces hommes et ces femmes ont peur parce qu'ils sont constamment menacés. Donc non, c'est pas vrai. Les gens qui vous disent ça, je ne les crois pas. Clara González. Alors, sur nos dossiers, on est quand même sur des entreprises qui sont parmi les plus importantes du monde. On est sur donc des secteurs où il y a beaucoup d'argent qui est investi en interne sur les ressources juridiques, les RH.
on n'a pas forcément cet argument exactement qui est utilisé, mais on a plutôt l'argument du « je vais sur place, je respecte les règles sur place, c'est comme ça que ça se passe, j'ai pas le choix ». C'est quelque chose dont les entreprises prennent conscience aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un discours qui n'est plus très entendable, et elles l'ont compris depuis longtemps, puisque les entreprises et les organisations internationales comme les Nations Unies qui ont fait des principes directeurs sur les entreprises et les droits humains, l'OCDE qui a aussi développé des normes, alors qu'ils sont un ensemble de normes non contraignantes, parce qu'évidemment, les entreprises préfèrent les normes non contraignantes aux normes contraignantes, parce que sinon, il faut les respecter. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, on a développé énormément de normes. Les entreprises entre elles-mêmes ont aussi développé tout un secteur extrêmement lucratif d'audits sociaux. Donc, on a des nouvelles multinationales qui ont émergé et dont le travail, c'est d'aller auditer socialement leurs collègues, enfin leurs entreprises amies. Donc, en plus, voilà, c'est un secteur qui est un peu quelque part un peu mafieux, parce que c'est les entreprises qui se payent entre elles pour se dire qu'elles respectent bien les droits humains. Et pour avoir un label qui ensuite permet de dire aux consommateurs on respecte les droits humains, acheter, consommer éthique. La réalité, c'est que si les entreprises, elles ont eu les moyens toutes ces années de développer ces normes, de développer un secteur, quand je vous parle de l'audit social, c'est plusieurs milliards de profits par an, plusieurs centaines de milliards de profits par an. On est sur un secteur où les entreprises, a priori, elles ont de l'argent à investir. Donc elles ont de l'argent à investir aussi dans des systèmes de vigilance sur leur chaîne de sous-traitance, d'audits sociaux réellement réalisés avec de véritables garanties de protection des travailleurs qui témoignent, d'indépendance des personnes qui vont auditer sur place. Et justement, en France, on avance et on est assez innovant sur ces questions-là, puisqu'on a adopté la loi sur le devoir de vigilance qui aujourd'hui contraint, donc depuis 1 an, les entreprises à aller regarder comme ça sur toute leur chaîne de sous-traitance, sur toute leur chaîne de production, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des risques en termes de violation des droits humains, en termes de violation des droits des travailleurs, en termes d'impact sur l'environnement? Donc voilà, quand on est face à des géants économiques qui ont de l'argent à investir pour faire du lobby sur leur dossier, que ce soit la pharmacie ou l'agriculture, a priori, on est face à des acteurs qui ont les moyens aujourd'hui de mettre en place... Marc Dufumier, sur cette question du lien avec les entreprises et la façon dont ils répondent justement à ces obligations sur les droits sociaux, vous, en tant que Commerce Équitable France, est-ce que c'est une question que vous posez à ces chefs d'entreprise ? Alors la réponse, elle est très clairement oui. Mais déjà, il faut savoir que des gens, par exemple, des paysans complètement ruinés, qui ont été condamnés prématurément à l'exode rural, sans pouvoir pour autant trouver de l'emploi. Parfois, ils ont payé des passeurs, et c'est ces mêmes passeurs qui les réduisent en esclavage en Libye. Donc il y a des gens qui ont payé pour vivre cette condition-là. Et du coup, la question qu'il faut se poser, mais c'est comment se fait-il que des gens peuvent en être arrivés à cette condition-là ? Et la cause première de ce qui nous arrive, de cette vulnérabilité, qui est la cause première signalée là tout à l'heure, que ce soit en provenance du Burundi ou d'ailleurs, même quand l'esclavage contemporain est pratiqué en France, c'est que des gens ont été condamnés à quitter prématurément l'agriculture parce que le commerce mondial est inéquitable. Et le commerce inéquitable, avant de parler du commerce équitable, c'est que quand une femme repique du riz à la main dans une rizière, que ce soit en Casamance ou que ce soit à Madagascar, et qu'elle va devoir, pour acheter des produits de première nécessité, vendre un sac de riz alors qu'elle a repiqué à la main, elle a récolté au couteau, elle se retrouve sur le marché avec un sac de riz juste à côté qui est vendu exactement au même prix, qui a été produit par quelqu'un qui a un semoir rotatif et a récolté à la moissonneuse-batteuse. Est-ce que vous savez que quand il y a 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, il y a 200 fois plus de travail agricole dans le riz produit par cette femme qui a repiqué à la main et récolté au couteau que dans le sac du concurrent qui est vendu au même prix juste à côté. 200 fois plus de travail agricole. C'est-à-dire que cette femme va accepter, pour acheter des médicaments et des produits de première nécessité, une rémunération 200 fois inférieure à celui de son concurrent. Alors après, on comprend pourquoi il y a des gens qui, effectivement, tentent de trouver un emploi dans les villes avec des multinationales qui sont prêtes à les payer pour 3 fois rien, qui sont prêtes à payer des passeurs et vivre ces conditions-là, quoi. Mais la première chose, c'est qu'il nous faut mettre fin à ce commerce inéquitable.
ce que certains appellent le libre-échange sur un même marché mondial, c'est de mettre des coureurs à pied en concurrence avec des pilotes de Formule 1. Et je vous signale, en agriculture, c'est les pilotes de Formule 1 qui sont subventionnés. Ce sont ceux qui sont équipés de moissonneuses-batteuses et autres. Bon, on en est là. Mais la première chose à faire, alors toutes les multinationales, évidemment, mettent à profit le fait que ces gens sont tellement ruinés qu'ils sont prêts à travailler dans des conditions qui s'apparentent à l'esclavage. Mais déjà, si on pouvait mettre fin à ce commerce inéquitable à l'échelle mondiale, ce serait quand même pas mal. Et on a encore beaucoup à faire. Dans les faits, comment faites-vous le tri, justement, entre le Formule 1, la Formule 1 et le coureur à pied sur ce thème, vous, du commerce équitable? Alors, le commerce équitable lui-même, le mouvement commerce équitable, essaye de faire en sorte que des consommateurs responsables, voilà, tous responsables, que des consommateurs responsables prennent sur eux d'acheter légèrement plus cher une tablette de chocolat, un paquet de café, quelques bananes, de la vanille, avec une certification, un certificateur par une tierce partie, un label équitable. Et cette certification, c'est que ce surcoût ici est répercuté effectivement aux producteurs de deux façons. Un, quand les prix, puisqu'il y a et l'écart de productivité que j'ai signalé, il y a la volatilité des prix et la spéculation sur les marchés à terme. Mais déjà, garantir que quand les prix s'effondrent, par exemple le prix du café en ce moment est au plus bas, eh bien, on garantit que le producteur là-bas a un prix minimum garanti, un prix plancher censé couvrir les coûts de production. Après, vous avez le droit de m'interroger sur comment on calcule les coûts de production. Je ne vous cache pas, c'est loin d'être simple. Mais au moins, ça, c'est garanti. Et puis, c'est vrai que derrière aussi ce surcoût de la tablette de chocolat et du paquet de café que nous acceptons de payer dans le commerce équitable, il y a une prime qui est accordée à leurs organisations, leurs associations de producteurs. Ils en font ce que bon leur semble. Ça peut être du social comme ça peut être de l'économique. Et en règle générale, des gens paysans, ils peuvent être analphabètes, ils ont parfaitement compris que ce marché de niche, parce que ce n'est pour l'instant qu'un marché de niche, ils n'y auront accès que si le produit n'est quand même pas trop mauvais. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'un militant qui paye un peu plus cher son paquet de café et sa tablette de chocolat, ça ne va pas durer longtemps si le produit n'est pas bon. Et du coup, ils cherchent soit une qualité gourmet, soit une qualification bio, c'est-à-dire une deuxième certification pour laquelle ils vont payer. Mais voilà, c'est juste une démonstration qu'autre chose est possible. Et l'intérêt, c'est de montrer avec des études d'impact que pour peu qu'on paye 10% de plus un paquet de café ici, ça fait doubler, je vous signale quand même, puisqu'il n'y a que 10% qui revient au producteur dans un paquet de café, ça fait quasiment double ses revenus et que ça change quand même les conditions de vie dans les villages. Alors pour un nombre très insuffisant de gens, on est encore dans des marchés de niche, c'est dérisoire. Avez-vous réellement des vérifications sur le terrain que le producteur ne fasse pas appel à de la main-d'œuvre en esclavage ? Alors, la première chose que moi je souhaite, c'est qu'il y ait des journalistes fouille-merde qui viennent vraiment vérifier ça. Élise Lucet, allez-y, s'il vous plaît, venez. Non, mais c'est ça comme ça qu'on va progresser. Parce qu'effectivement, il y a eu un film sur Arte, je vous parlais des bananes tout à l'heure, où effectivement on a découvert que des bananes, alors c'est plus le cas aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, mais on a quand même découvert que des bananes qui étaient labellisées équitables à l'époque, ça commence à dater, étaient quand même dans des plantations où il y avait des Haïtiens qui n'avaient pas leur passeport ni le titre de séjour. Alors ça, en principe, on veille. Enfin, il y a une certification par une tierce partie qui quand même vérifie les conditions, pas de travail des enfants, un certain nombre de conditions sociales, des cahiers des charges aussi un peu environnementales, tout ça est quand même vérifié. Mais dire que à tout jamais on peut sans arrêt être sûr, la réponse est catégoriquement non. Et du coup, il nous faut. Alors par contre, on fait le mouvement commerce équitable France, essayer de faire des études d'impact pour voir si vraiment comment ça change les conditions de vie des gens qui en bénéficient là-bas. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de consommateurs dans la salle qui achètent le café équitable, le chocolat équitable. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que vous avez donné ces deux produits, parce que c'est ceux que l'on retrouve le plus dans le commerce équitable. Mais le téléphone portable que j'ai dans ma poche, ou cette chemise, ou ce plastique qui a servi à l'utilisation de cette bouteille d'eau, comment puis-je savoir qu'on a affaire à un produit qui n'a pas été réalisé dans le cadre d'un esclavage ? Ma première réponse, elle est simple, c'est que si on achète quelque chose 5 € et que sa valeur est normalement 60, on peut s'interroger sur les conditions de travail de la personne qui l'a réalisé et fabriqué. Donc l'achat responsable est réservé aux riches ?
Non, parce qu'on peut acheter à 10 ou 15 euros, on n'est pas forcément... Enfin, il y a quand même une question sur les produits extrêmement bon marché, dont on ne connaît pas l'origine. Moi, c'est vrai que quand j'achète quelque chose, si ça me paraît démesurément disproportionné, je demande ça vient d'où ? Qui l'a fait ? Et souvent, les réponses ne sont pas satisfaisantes. Alors, moi, ça m'ennuie beaucoup, parce qu'en même temps, je me dis que même cette personne, si elle gagne très peu, peut-être qu'elle a besoin de ce très peu pour vivre. Je ne fais pas de la moralisation facile. Et ça pose vraiment des questions, parce que même si elle ne gagne pas, ça permet peut-être de faire manger son enfant le soir. Donc, il n'y a pas des réponses simples, mais il y a quand même vraiment un besoin de ne pas avoir d'indifférence. Alors, quand on achète des produits chers comme des iPhones, parce que pendant longtemps, les iPhones ont été fabriqués à Foxconn en Chine dans des conditions de travail qui n'étaient pas satisfaisantes, mais pour ça, les Américains se mobilisent beaucoup. Quand ils l'ont su, ils ont fait une campagne telle qu'Apple a fait changer les conditions de travail. Donc, je pense qu'il faut, comme le fait le commerce équitable, faire des campagnes quand quelque chose ne va pas. Il faut poser des questions, il ne faut pas être indifférent, mais il ne faut pas non plus se draper dans sa bonne conscience. Ce n'est pas une position facile, hein. Clara Gonzalez, sur cette question. Je pense que vous posez la question de... en tout cas, c'est comme ça que je l'aborderai, de comment on en est arrivé là. Comment on a créé une société de consommation, de surconsommation surtout, où on a eu besoin d'aller délocaliser et d'aller exploiter avec ce fameux faux argument. Si on regarde l'histoire de la mondialisation, que ces personnes ont besoin de manger, enfin, oui, mais en fait, on a créé les conditions, et c'est ce que vous racontiez très bien tout à l'heure, on a créé les conditions de la vulnérabilité, de la fragilité, pour ensuite mieux aller exploiter ces individus. Mais à l'échelle nationale aussi, ça existe. Enfin, je pense qu'on peut voir aussi très bien comment on pourrait... avec aussi l'immigration en Europe, petit à petit créer des conditions pour que ces personnes finissent dans des situations d'exploitation. Donc, et la réponse pour moi à votre question est vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir. Parce que le système de production mondialisé est tel que les chaînes de production sont tellement complexes, la dissolution de la responsabilité est tellement bien organisée par les multinationales qu'à moins d'acheter local, a priori, vous ne pouvez pas savoir si à un moment donné sur la chaîne de production de l'objet que vous achetez, il n'y a pas eu... alors aujourd'hui, effectivement, la thématique, c'est l'esclavage moderne, mais aussi il n'y a pas eu de violation d'autres droits de travailleurs ou de violation des droits environnementaux. Mais ne peut-on pas mettre en place une traçabilité de chaque produit ? Et en fait, j'allais y venir, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas savoir, mais en revanche, ce qu'on peut faire, alors, on peut être un consommateur éthique. Effectivement, je vous y encourage à titre personnel et au nom de Sherpa, mais nous, à Sherpa, en tout cas, ce qu'on porte vraiment comme message, c'est de dire ce qu'on peut surtout faire, c'est pousser pour la régulation. Donc, c'est utiliser notre vote et puis ensuite aller soutenir des propositions de loi qui permettent de réguler et de faire porter cette responsabilité de la transparence de comment sont fabriqués nos produits aux personnes qui en ont aujourd'hui, qui devraient en avoir la responsabilité, c'est-à-dire qui en ont l'expertise, et ne pas faire reporter uniquement, voire pas du tout, en fait, sur les citoyens consommateurs, cette responsabilité. Parce que tout ça, c'est technique. La question de la chaîne de production, c'est technique. La question de l'impact environnemental, c'est technique. La question du respect des droits des travailleurs à l'étranger, c'est technique. Identifier des pays comme Sylvie Audy vous l'a montré tout à l'heure, où on est sur des zones sensibles, où l'esclavage peut se retrouver de manière peut-être plus facile, c'est aussi une expertise. Et donc aujourd'hui on ne peut pas, mais en revanche on peut continuer de pousser pour plus de régulation. Continuer de pousser en tant que consommateur, mais est-ce que les pouvoirs publics à travers le monde vont aller dans ce sens-là ? Marc, pour lequel vous souhaitiez peut-être revenir en réaction, je pense qu'il faut impérativement, puisque les gens qui sont dans ces conditions vulnérables et qui acceptent des conditions de travail qui sont celles qu'on a vues au Bangladesh, les usines textiles, ce sont des paysans ou des fils de paysans qui sont tombés en faillite et qui considèrent qu'ils sont mieux rémunérés dans les conditions qu'on vient de dénoncer là que dans l'agriculture.
il est clair qu'il n'y aura d'avenir pour ces familles que si les pays du Sud ont le droit de se protéger contre nos excédents bas de gamme dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en concurrence 2 sacs de riz au même prix alors qu'on a travaillé 200 fois plus dans l'un que dans l'autre. Les peuples du Sud devraient avoir le droit de faire ce que l'Europe, je vous signale, avait fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La politique agricole commune, c'était quand même de mettre des droits de douane à l'importation des excédents céréaliers nord-américains et les modes de beurre de Nouvelle-Zélande. Et les agriculteurs ont une rémunération un peu plus élevée parce qu'ils pouvaient vendre leurs produits un peu plus cher. Et je vous signale que le peuple français a accepté ça, de payer un peu plus cher sa nourriture à l'abri de protection et de droits de douane. Et ça a permis quand même aux agriculteurs d'équiper leurs fermes. Les paysans haïtiens dont je parlais tout à l'heure travaillent encore à la main, hein. Ils n'ont pas la culture attelée, hein. Ils n'ont pas les bovins de trait. Ils ont la houe, le machette, la pioche, point barre, hein. Ces gens-là. Et parce qu'ils n'ont jamais été en mesure de pouvoir satisfaire le besoin de la famille, acheter les produits de première nécessité, épargner, investir, équiper leur ferme, hein. Donc on arrête ce cirque. Il faut arrêter ce que certains appellent le libre-échange. Et ça, effectivement, c'est les pouvoirs publics, mais c'est des négociations internationales. Et ce n'est pas du protectionnisme franchouillard, hein, j'insiste. Dès que vous savez, les restes de poulets bas de gamme surgelés qu'on exportait vers le Cameroun, quand le Cameroun a commencé à mettre des interdictions de ça, ben écoutez, les paysans sont sortis un peu mieux, hein. Donc il y a des combats comme ça qu'on peut gagner parfois, mais il faut arrêter ce cirque de ce que certains appellent le libre-échange. Moi, je voudrais juste ajouter, parce que moi, je crois beaucoup à l'action des citoyens, parce que le comité contre l'esclavage moderne, c'est ça. C'est en fait un certain nombre de gens qui se sont réunis, tout petit groupe, et finalement, 25 ans après, on a des lois, on a fait plus de 300 procès, la France a été condamnée, on a aidé plusieurs centaines de victimes. Donc je pense qu'il faut à la fois les deux, il faut à la fois la pression des groupes sur les pouvoirs publics et la prise de conscience, en fait, de citoyens qui se mobilisent. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre, il faut les deux. C'est pour ça que nous travaillons avec Sherpa. Nous avons accompagné dans leur plainte contre Vinci parce qu'il y avait effectivement des travailleurs qui avaient déposé plainte et que nous défendons les victimes. Mais je pense qu'il faut effectivement aborder le problème par les deux bouts et ne pas en négliger un seul. Dans un instant, dans 5 minutes, ça va être un échange avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, à échanger, à donner également vos commentaires ou ce que vous avez à nous dire sur ce thème-là. J'aimerais qu'on termine sur ce rôle du consommateur qui est quand même le thème principal de cette soirée. Comment faire le bon choix face à un produit ? Alors, moi, je partage d'abord ce qui vient d'être dit à l'instant, hein. Tout l'intérêt du mouvement commerce équitable, qui lui, son choix, c'est que c'est un label, c'est une certification par une tierce partie, donc une traçabilité, et là on est prêt à payer un peu plus cher. Ça c'est facile, mais ça reste un marché de niche. Sauf que je peux vous assurer que démontrer que là-bas, ça a des impacts extrêmement positifs, ça permet précisément qu'on s'adresse aux politiques de ne pas être que dans un discours de dénonciation, mais de dire, mais attendez, autre chose est possible. On pourrait éviter les migrations massives, parce que beaucoup de ces esclavages résultent d'une migration obligatoire. Moi, je travaille aussi en République centrafricaine, je peux vous assurer que les gens qui sont réduits à l'état d'esclaves dans des armées qu'on dit chrétiens ou musulmans sont des gens qui ont perdu, mais je veux dire, c'est faute de pouvoir d'achat, faute de revenus, qui sont engagés par des mercenaires, je veux dire. Et évidemment, ils sont quasiment esclaves, condamnés à ça. Bon, on peut leur donner la chance. Et démontrer dans des pays comme ça que autre chose est possible et autre, ça permet quand même de dire au pouvoir public, maintenant, on prend ses responsabilités. Moi, effectivement, je pense qu'il nous faut jouer tous les bouts, hein, à l'échelle. Mais le comportement du consommateur, c'est décisif. Comment faire le bon choix ? Alors, sur tout ce qui concerne l'alimentation, ça paraît facile avec le commerce équitable. Pourquoi vous n'allez pas sur un commerce équitable sur les autres produits également ? Alors, il y a des commerces équitables sur le coton. Et par exemple, il n'y avait pas de coton équitable quand les usines se sont effondrées au Bangladesh, hein. Ouf. Donc, il y a quand même des choses. Oui, non, il y a aussi quelques autres produits, agricoles, mais pas forcément alimentaires. Mais comme la cause quand même de tout ce qui nous arrive est d'abord une cause agraire, agricole, même quand c'est sous-payé dans l'industrie, c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, quand même porter son attention. Mais le commerce équitable concerne aussi des produits artisanaux et même des activités touristiques, un tourisme équitable, solidaire. Clara Gonzalez et Sylvie Audy sur cette question de comment faire le bon choix ? Oui, mais tout à l'heure, j'employais le terme consommateur-citoyen parce que je rejoins totalement, évidemment, ce qui vient d'être dit et ce que tu disais, Sylvie, sur l'importance de l'engagement en tant que citoyen.
Et je pense que ce qui se passe en France ces derniers temps et qui doit nous donner de l'espoir, hein, parce que c'est quand même des sujets qui sont un peu lourds. On se rend compte que des entreprises françaises sont quand même responsables de choses assez terribles dans le monde. Mais on a des outils aujourd'hui pour lutter contre, et on a cette loi sur le devoir de vigilance qui va forcer les entreprises à aller apporter plus de traçabilité sur leur chaîne de sous-traitance, et c'est extrêmement important parce que c'est leur responsabilité. Mais ça sort pas de nulle part, ça sort d'une prise de conscience collective que les députés entendent, que les pouvoirs publics entendent. Alors après, on peut toujours se demander qui de la poule ou de l'œuf, mais je pense que quand même aujourd'hui, la prise de conscience citoyenne, elle peut apporter beaucoup. On le voit sur l'environnement. Alors sur l'esclavage moderne, c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement lourd qu'il est difficile à faire porter de manière très très vaste par l'opinion publique. Et après, en tant que consommateur, évidemment, lutter contre la surconsommation, acheter local, favoriser des marques qui apportent la preuve de leur production éthique, ça va nécessairement aller dans le bon sens. Et ça va nécessairement, si ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur, mais on le voit, ça marche avec le bio, forcer les entreprises aussi à aller se tourner, puisque aujourd'hui, je le rappelle, dans la loi et en fait aussi dans les faits quand même, souvent l'unique but de l'entreprise est le profit. Sur cette question, comment choisir ? Alors moi, je ne répondrai pas tout à fait à ça. Je répondrai plus à la question, c'est comment aider les victimes, puisqu'effectivement, elles sont autour de nous, c'est-à-dire à portée de tram. Peut-être dans une maison, un petit pavillon dans un coin ici, parce que nous, c'est ce que nous voyons. C'est effectivement, contrairement à l'idée que j'avais quand on a créé ce comité, ce ne sont pas uniquement des nababs, des gens très riches, des diplomates malveillants, qui sont les exploiteurs et les maîtres. Ça se retrouve dans tous les milieux sociaux. En fait, des hôtels particuliers des beaux quartiers, aux immeubles défavorisés des grands ensembles. Et donc, ces victimes, parfois, arrivent à s'enfuir. Et à ce moment-là, il faut ne pas avoir un regard indifférent sur les gens qu'on voit et qui ont l'air d'aller très mal dans la rue. On a, par exemple, des professeurs des écoles qui nous appellent pour nous dire qu'ils voient tous les jours une petite fille en plein hiver arriver, très peu habillée, avec pieds nus dans des tentes, qui accompagne d'autres enfants. Alors à ce moment-là, nous, on se déplace et on va essayer de rencontrer cette petite fille pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, je fais un appel à il ne faut pas être indifférent au sort des autres. Il y a des voisins qui ont entendu des coups, des cris, et qui finalement le signalent d'abord à la police, qui parfois ne bouge pas, donc ensuite éventuellement à nous s'ils nous connaissent. Donc vraiment, moi je fais vraiment un appel à ça. Il ne faut pas être des citoyens indifférents à ce qui arrive aux autres, à ceux que l'on croise, à ceux qu'on entend. Pour le commerce, j'ai déjà dit tout à l'heure ce que j'en pensais, il faut effectivement viser des consommations de produits équitables et faire attention à tout cela. Et c'est le seul moyen. Il faut être un citoyen engagé dans tous ces domaines. En consommant autrement, est-ce que le plaidoyer sert aussi à quelque chose ? Est-ce que le fait d'interpeller une entreprise, on a la chance maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, d'interpeller directement l'entreprise, ça peut servir à quelque chose ? Oui, tout à fait. Alors, le plaidoyer à la fois vis-à-vis des entreprises, des acteurs privés et à la fois des acteurs publics, nous, c'est quelque chose qu'on mène. Nos actions contentieuses, elles viennent nourrir ce plaidoyer-là qu'on va porter auprès des acteurs publics. Alors, c'est vrai que nous, comme on est dans des actions contentieuses qui sont très frontales, un peu radicales, auxquelles on est peu habitué, on est peu dans le dialogue derrière avec les entreprises et dans l'interpellation, parce que c'est vrai que ça pourrait flouter un peu les rôles. Mais évidemment, il y a des études aujourd'hui qui montrent l'impact du dommage qui est fait à l'image de l'entreprise quand il y a des grosses campagnes comme ça de plaidoyer, et tu le disais tout à l'heure avec Apple pour l'iPhone, c'est-à-dire que si ça marche, s'il y a un nombre suffisant de consommateurs potentiels identifiés par l'entreprise comme pouvant partir ou acheter chez le concurrent, là ça devient un risque qui est identifié comme un risque de perte de profit, et donc l'entreprise va vraiment se poser des questions sur comment je fais pour changer ça. Alors après, elle peut mentir, utiliser des labels et faire croire que tout va bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même un peu plus vigilant, on sait, et du coup, les entreprises en prennent conscience. Et après, j'ai un discours, c'est vrai, qui schématise un peu l'entreprise qui la
qui la schématise dans sa structure, ça ne veut pas du tout dire qu'au sein de chaque entreprise, ensuite, il n'y a pas des personnes qui vraiment essayent de faire mieux. Je veux dire, les personnes qu'on rencontre qui travaillent dans la RSE, dans ces entreprises, ou même des RH, c'est quand même des personnes qui ont vraiment envie de faire mieux. Quand je parle de la logique de l'entreprise, je parle vraiment de la structure et parfois de certaines prises de décision au niveau de l'actionnariat ou des dirigeants exécutifs. Mais évidemment, les choses, elles vont aussi beaucoup changer parce que les personnes qui travaillent dans les entreprises sont des citoyens, et puis ils sont alertes, et puis ils voudront changer les pratiques de l'intérieur. Donc voilà, c'est toujours une lutte à plusieurs points d'entrée. Merci à vous trois pour cette première partie de table ronde. Vous connaissez les gènes de place publique. L'intérêt, c'est justement ce dialogue qu'on peut avoir ensemble. Donc, je vais demander qu'on allume un petit peu la salle et puis on va pouvoir discuter entre nous, si vous le voulez bien. Vous avez sûrement vous-même des témoignages à apporter, des commentaires à faire, des contradictions, pourquoi pas, des questions à poser. C'est le moment de le faire. Alors, on va vous laisser la parole. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du rôle des États parce que, au final, les entreprises dont on dit qu'elles sont capables d'employer des gens à l'autre bout du monde dans des mauvaises conditions, elles le font. Leur objectif, c'est quand même de faire du profit, on l'a dit. Et du coup, elles le font dans la limite de ce qui est autorisé par la loi, alors chez nous ou là-bas. Et au final, c'est, à mon sens, un peu les États, les gouvernements, c'est leur rôle de fixer la limite. Et des fois, on a l'impression que ils jouent pas leur rôle et ils prennent pas un peu leur, comment on dit, ils font pas ce qu'ils devraient faire, quoi. Et puis voilà, ma question, elle est aussi dans le cadre de, il y a beaucoup de choses qui se confrontent au lobbying actuellement, donc avec des États qui, pour vous, peut-être laisseraient faire justement ces entreprises aussi. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que le rôle des États est assez clair? Alors, peut-être faire la distinction entre ce qu'on vit ici en France et puis ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. On en a un peu parlé au début sur la définition juridique et le cadre légal. C'est-à-dire qu'évidemment, sur l'esclavage domestique, pour prendre cet exemple, pendant longtemps, en France, on a eu très peu de choses qui étaient faites. On avait un cadre légal qui n'était pas suffisant. C'est évident que sur la régulation et sur les moyens des politiques publiques, c'est l'État et les pouvoirs publics qui peuvent agir. Pour ce qui est de mon travail et dans notre logique, aujourd'hui, effectivement, on est face à des superstructures, des géants économiques qui sont un petit nombre, qui ont un pouvoir de lobby et de plaidoyer qui est énorme. Et on ne peut pas le nier. Mais ça ne veut pas dire pour nous que la responsabilité, elle n'incombe pas d'abord aux États. C'est juste que sur la mise en œuvre de la responsabilité des États, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait du plaidoyer. Quand je vous parlais tout à l'heure de la loi sur le devoir de vigilance, voilà, c'est d'aller porter l'adoption d'une loi au niveau national. Et aujourd'hui, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va la porter au niveau européen et on la porte au niveau international. Il y a un traité à l'ONU qui est en discussion sur la responsabilité des entreprises, sur le respect des droits humains par les entreprises, qui nous permettrait d'avoir le premier cadre international légal avec potentiellement quelques normes contraignantes pour encadrer justement, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de régulation, l'activité des entreprises. Je veux dire, c'est évident. Tout à l'heure, vous parliez du commerce. Si les règles du commerce international étaient différentes, il y a des problèmes qui existent aujourd'hui qui n'existeraient pas. Donc, c'est évident que leur responsabilité est la première des responsabilités. Simplement, en tant qu'association citoyenne, on a aussi une sphère d'action qui est limitée. Et on pense aujourd'hui, à notre niveau en tout cas, qu'utiliser les outils du droit pour aller chercher la responsabilité des entreprises, c'est aussi donner, par exemple, les moyens au pouvoir judiciaire de se dire, bah oui, effectivement, là, j'ai des outils, j'ai une entreprise qui commet un crime, et bah, peut-être que je vais pouvoir aller la poursuivre. Et c'est ce qui se passe dans notre dossier Lafarge, si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire que pour la première fois, un juge en France met en examen une entreprise pour un crime international.
Et donc c'est aussi compter sur l'envie d'aller plus loin des individus, en l'occurrence dans le pouvoir judiciaire, pour mettre en œuvre la responsabilité des entreprises. Marc Dufumier. Oui, non, mais le rôle des pouvoirs publics et des États est absolument considérable. Mais c'est la question tout à l'heure quand on disait qu'il faut agir par les deux bouts. Il faut savoir que le monde associatif, et notamment par son activité de plaidoyer d'abord, essayer d'avoir le plus grand nombre de gens qui sont acquis à des idées autres que celles qu'on dénonce là. Ensuite, il faut savoir que quand l'opinion publique s'émeut un peu, le monde associatif est capable aujourd'hui de faire de l'anti-lobbying. Donc on va aller voir les députés, on va aller voir les sénateurs, on va aller voir les élus. Moi, il m'arrive de rencontrer le commissaire européen. Et on essaye effectivement, on aide les députés à déposer des amendements qui vont dans ce sens. Enfin, la loi sur le devoir de vigilance, mais même la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est encore insuffisant. Il y a beaucoup de reporting qui se veut un peu du je lave plus blanc, je lave plus vert, etc. etc. Mais il n'en reste pas moins que nous, il nous est permis quand même de lire les rapports que font ces multinationales. Elles sont contraintes pour savoir qu'est-ce qu'elles font sur le plan social, qu'est-ce qu'elles font sur le plan environnemental, et puis essayer de vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai, quoi. Donc je pense, oui, il est impératif que les États changent. Et alors, à l'échelle internationale, c'est quand même vrai, on ne sait plus très bien qui gouverne aujourd'hui. G7, G20, Trump tout seul, moi, je ne sais plus. Mais néanmoins, on est obligé d'agir, y compris à ces niveaux-là. Sylvie Audy. Alors moi, je pars d'un cadre qui est un peu différent, parce qu'à l'échelle internationale, l'esclavage est interdit. Nul ne sera tenu en esclavage et la traite des êtres humains est interdite. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU. Donc, a priori, la plupart des États du monde ont aboli l'esclavage. Donc, la question est un peu différente. Il a fallu effectivement, au contraire, persuader qu'il existait à nouveau, qu'il fallait à nouveau prendre des lois contre. Les institutions internationales ont fait pression sur les États, puisqu'il y a d'abord eu, en 2000, l'ONU a adopté un protocole à Palerme, effectivement condamnant la traite des êtres humains, telle qu'elle existe aujourd'hui. En 2005, le Conseil de l'Europe, donc, qui regroupe 57 pays, a adopté la Convention de Varsovie sur les mêmes thèmes pour la lutte contre la traite des êtres humains. En 2009, si je ne me trompe pas, l'Union européenne a adopté une directive contre la traite des êtres humains. Et donc, c'est à l'occasion de la traduction de cette directive, de la transposition, comme on dit en droit, dans le code pénal français, que les lois contre l'esclavage, le travail forcé et la servitude ont été adoptées avec la pression de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait 2 fois condamné la France. Donc on est dans une situation où effectivement, ce sont les institutions internationales qui ont de leur côté fait pression sur la France. Pour poursuivre sur la question de monsieur, est-ce que l'on peut dire que les États, ou les entreprises, pardon, plutôt, les entreprises sont protégées par les États, vu qu'elles ont une dimension économique et sociale très importante? Il y a une certaine protection de ces entreprises-là. Est-ce que vous diriez ça? Oui. Je pense qu'on peut le dire. Oui. Enfin, clairement, quand on s'appelle les noms que vous avez cités tout à l'heure, que je ne vais pas reciter, Vinci, Lafarge, Bouygues, par exemple, on pèse forcément beaucoup, en fait, il y a économiquement et socialement, et donc, il faut être prudent, quoi. C'est la question de l'intérêt économique. C'est-à-dire, ce qu'on protège, ce n'est pas l'entreprise, parce qu'on y tient. C'est l'image de sa nation et c'est ses intérêts économiques. C'est évident. Je pense que les règles aujourd'hui du commerce international et de la finance, si on prend l'échelle internationale, sont de toute façon faites aujourd'hui bien plus pour protéger les intérêts économiques et financiers que les intérêts, appelons-les très largement, de l'humanité. Et il y a une prise de conscience quand même qui est en train d'arriver, que ce soit sur ces enjeux-là, en tout cas j'espère, mais aussi sur les enjeux climatiques, l'impact sur la biodiversité. On commence un peu à avoir envie de rétro-pédaler et de se rendre compte que en fait, sans régulation, la logique veut que le plus fort, le plus dominant aille toujours plus loin et veuille toujours plus, et donc écrase les autres et au passage la nature. Au niveau national, nous, on le voit beaucoup dans nos dossiers, c'est-à-dire que, alors c'est un élément de procédure, mais c'est pas très technique, c'est que
quand on fait une plainte qui n'est pas sur un crime, mais qui est sur un délit, on doit d'abord la déposer devant le parquet. Le parquet est composé de magistrats qui sont nommés par le pouvoir exécutif et qui ont un lien de subordination vis-à-vis du ministère de la Justice et donc du garde des Sceaux. Une fois... Il ne serait donc pas indépendant alors? A priori, et ça c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est l'OCDE, c'est les Nations Unies, le parquet aujourd'hui tel qu'il existe en France ne présente pas des garanties totales d'indépendance comparées à certains autres pays. Nous, ce qui se passe quand on va avec nos plaintes contre des multinationales devant le parquet, c'est que l'enquête préliminaire est ouverte et puis très rapidement, elle est fermée. Et puis on a un avis de classement qui nous dit soit que les faits ne sont pas suffisamment étayés, soit que on a auditionné le dirigeant de Vinci et puis il nous a convaincus. Donc en fait, on va pas aller plus loin. Et alors là, c'est ça quand même la beauté de notre procédure, c'est qu'on n'est pas en reste. On peut aller saisir un juge d'instruction qui lui est un magistrat indépendant une fois qu'on a eu un avis de classement. Et dans nos dossiers, très souvent, et c'est ce qui se passe avec Lafarge, sauf que dans Lafarge, on n'était pas devant le parquet. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit, c'est que les juges d'instruction, tout d'un coup, ils ont beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'intérêt, de curiosité d'aller chercher ce qui se passe et d'aller enquêter, pourquoi pas sur place, ou de faire des demandes de ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales, c'est-à-dire d'aller demander au pays qui est concerné d'aller enquêter. Donc évidemment, en tout cas de notre expérience, nous, on constate une protection des intérêts économiques nationaux par le parquet par rapport aux magistrats instructeurs. Marc Fumier. Oui, non, mais là, on est en train d'exporter des armes là, vers le Yémen. Moi, je vais vous dire si on n'est pas en train de protéger des esclavagistes. Je ne connais pas assez le dossier, hein, mais je crains. Faut se poser la question. Merci, monsieur, pour votre question. Ça a permis d'autres questions derrière. D'autres interventions? Monsieur au milieu de la salle. Bonsoir, Bonsoir. Denis Moutrin. Voilà, je tenais quand même à remercier le travail que vous faites sur le terrain. Voilà, j'ai une question, je dirais même pas une question, c'est une constatation. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. Effectivement, le 10 mai, les gens pensent que le 10 mai, c'est une question de, je dirais, l'esclavage, donc au moment de l'esclavage des Noirs et des Blancs. C'est vrai lorsqu'on regarde en France, le 10 mai, normalement, c'est une date reconnue, crime contre l'humanité. Et je pense que les politiques, je dirais, les grandes villes de France, même les petites villes, puissent utiliser cette date justement pour faire de la prévention sur les formes d'esclavage contemporaine. Lorsqu'on regarde ce qui monte aujourd'hui, on pense le mythe, il n'existe pas. Rendre l'invisible visible, parce que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, le travail que vous faites aujourd'hui, qui est compliqué, difficile, on voit le côté néfaste de la mondialisation, il y a le côté positif, mais le côté néfaste de la mondialisation qui fait encore, on met des hommes dans des conditions, et j'irai même plus loin dans la réflexion, même chez nous en France, parce qu'il y a en Italie, on voit en Europe. Aujourd'hui, c'est plus des hommes qu'on transporte pour mettre dans des conditions, c'est des machines qu'on transporte pour mettre des hommes dans des conditions. Et on voit, c'est très difficile, justement, de parler de formes d'esclavage qui existent aujourd'hui. Je vois le nombre des jeunes que nous avons accueillis sur l'île de Nantes, des immigrés qui racontent, qui pleurent, qui racontent leur misère, qui racontent les difficultés lorsqu'ils sont passés en Libye. Et on voit le côté complexe d'en parler, même avec les politiques. Et je vois, c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver, de parler des formes contemporaines d'esclavage parce qu'on ne s'en sent pas concerné. On pense que c'est loin, c'est très loin, ce n'est pas à notre porte. Et je pense que nous avons, chacun d'entre nous, nous avons une part de responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de hier, mais nous sommes responsables de l'avenir. Comment nous pouvons construire cet avenir ensemble et regarder effectivement ce que nous achetons, regarder aussi comment faire, je dirais, du bruit, comment un symbole fort pour justement faire prendre conscience. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à combattre ces formes d'exploitation de l'homme à l'homme aujourd'hui. Parce qu'effectivement,
Nous sommes au 21e siècle et la dignité de l'homme, il est touché. Et donc, on s'inquiète et c'est vrai, il faut bouger. Et je pense que tout le monde dans la salle, on doit agir. On doit agir pour dire plus jamais ça. Mais c'est très compliqué de le faire. Merci, monsieur. Si je résume, vous me dites si je me trompe, vous aimeriez que pour cette journée du 10 mai, les pouvoirs publics en particulier s'attachent à promouvoir aujourd'hui la défense de ces hommes et des femmes qui sont touchés aujourd'hui par l'esclavage. Tout à fait. Et pas uniquement évoquer toujours la traite négrière d'il y a... voilà. Est-ce que vous arrivez, vous, aujourd'hui, à évoquer cette question de l'esclavage moderne dans le cadre de cette commémoration ? Moi, je dis toujours commémorer, c'est bien, c'est tout à fait nécessaire. Le comité contre l'esclavage moderne, évidemment, commémore l'abolition de l'esclavage, mais aujourd'hui, il faut agir. Et je pense qu'effectivement, actuellement, nous ne sommes pas entendus par les pouvoirs publics sur ce terrain. Il y a eu en 2014, un plan national d'action contre la traite des êtres humains qui a été adopté. C'est un plan interministériel, donc il y a à l'intérieur la justice, les affaires sociales, droits des femmes, les affaires étrangères, et qui se sont réunis pour un plan en 18 points qui était intéressant. On pouvait apporter un certain nombre de correctifs, mais enfin, c'était quand même tout à fait dans le bon sens, et c'est important qu'il ait été adopté. Donc pendant 2 ans, ce plan a été appliqué, toujours plus ou moins bien, mais c'est un vrai progrès. Et puis, en 2016, le plan a été terminé. Alors, on l'a un peu prolongé jusqu'en 2017. Et puis, depuis, on attend l'adoption du 2e plan. Donc, ça fait 2 ans que nous attendons l'adoption du 2e plan. J'espère qu'il sera adopté et rendu public demain. On ne sait jamais. Il faut quand même être positif et espérer. Sinon, c'est un peu difficile parce que cela veut dire que les pouvoirs publics, aujourd'hui, se désintéressent de la question. Donc, c'est extrêmement grave. Et effectivement, il y a un collectif d'associations contre la traite des êtres humains. Il y a 27 associations qui se battent. Et nous essayons d'interpeller les pouvoirs publics. Nous avons fait, notre colloque à l'Assemblée nationale, où effectivement un certain nombre de députés sont venus et vont également poursuivre cette interpellation. Mais on a vraiment besoin qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics se mobilisent sur cette question. Et monsieur, je vous remercie effectivement de l'avoir dit. Vous avez remarqué que Place Publique aborde cette question-là. Absolument, la veille nous sommes de la là. journée. Madame, deux dames devant, ici. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, messieurs, dames. J'aimerais que vous parliez un peu des enfants qui font l'objet d'esclavage moderne, notamment savoir quelle est la législation quand ils sont employés par des multinationales, quelle est la législation qui s'applique, l'âge minimum, enfin, toutes ces considérations d'ordre humain. Alors, le code pénal français interdit le travail des enfants, mais c'est toujours un peu... les infractions liées au travail forcé, enfin l'esclavage moderne, donc travail forcé, réduction de servitude, esclavage pourrait s'appliquer. Pourquoi pas à l'exploitation de mineurs, mais la question pour nous, c'est plutôt est-ce qu'on réussit à faire appliquer ces infractions aux entreprises. Et ensuite, moi je connais mieux la législation internationale sur le travail des enfants. C'est très bien régulé, c'est-à-dire que l'Organisation internationale du travail a promulgué des conventions internationales qui permettent d'avoir des normes. Alors, selon l'Organisation internationale du travail, qu'à peu près tous les États, selon la convention de l'Organisation internationale du travail qu'à peu près tous les États ont ratifié, on considère qu'en dessous de 15 ans, il s'agit d'un enfant. On met des exceptions, c'est-à-dire qu'entre 13 et 15 ans, il y a des possibilités de travailler. Ça, c'est pour prendre en compte des différences culturelles et de certains pays où, effectivement, dès 13 ans, il y a des personnes qui travaillent, avec des conditions assez strictes. Donc, je ne les ai pas exactement en tête, mais c'est un nombre de jours très limité par semaine et puis un nombre d'heures très limité et sous la surveillance d'un adulte nécessairement. Au-delà de 15 ans,
Et jusqu'à, si je ne m'abuse, 18 ans, il y a une autre forme de régulation, mais le travail est toléré. Simplement, il y a une interdiction d'heures supplémentaires et de toute façon, jusqu'à 18 ans, il y a un ensemble de travaux qui sont normalement interdits aux mineurs. Mais évidemment qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, il n'est pas en fait dans l'interdiction, c'est un peu comme l'esclavage moderne, il est dans l'application de cette interdiction et de comment on fait effectivement pour aller chercher pas uniquement la responsabilité, mais aussi tout simplement l'interdiction de ces pratiques. J'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, j'ajouterais juste quelques chiffres. Alors, pour revenir effectivement à l'idée des chiffres de l'Organisation internationale du travail qu'on donnait tout à l'heure, elle considère qu'il y a 10 millions d'enfants aujourd'hui en situation d'esclavage moderne. Et notamment dans le cadre des mariages forcés, puisque très souvent, ce sont effectivement des très jeunes filles qui sont victimes de ces mariages forcés, dont la prévalence la plus forte est en Afrique. Et donc, il y a des tentatives, effectivement, par les ONG de lutter contre ces mariages extrêmement précoces. Et le travail des enfants, il y aurait actuellement, je crois, 150 millions d'enfants qui travailleraient donc dans les conditions légales que vient de décrire Clara, mais effectivement, on ne sait jamais comment c'est appliqué. Et donc, nous, en France, nous voyons arriver un certain nombre de jeunes filles, voire même d'enfants, qui vont devenir des esclaves domestiques, qui peuvent avoir 6 ans, qui peuvent en avoir 10, qui peuvent en avoir 12 ou 14, qui n'ont absolument pas conscience de leur situation. Généralement, elles ont été confiées par leurs parents à quelqu'un qui est venu, donc quelqu'un de riche puisqu'il vit en Europe, qu'il soit de la même nationalité, originaire du même pays ou d'un autre pays ou avec la société française. Et donc on confie l'enfant avec l'espoir que l'enfant aura une vie meilleure. Il est même quand même arrivé qu'un enfant ait été vendu, on le sait dans un cas ou deux. Et donc ça, c'est assez différent comme histoire, soit par une belle-mère qui ne voulait plus de l'enfant de la femme précédente. Et ensuite, ces enfants, généralement, ne partent pas quand ils sont enfants. Il faut vraiment qu'il y ait soit effectivement un voisin qui remarque, soit qu'il y ait une tentative de viol, soit des coups trop violents pour que l'enfant profite d'une porte ouverte et s'enfuit. Et effectivement, là, on a affaire à c'est très compliqué parce que ces enfants sont terriblement traumatisés. En même temps, certains d'entre eux, ces jeunes filles, ont un vouloir vivre, une capacité de résilience extrêmement importante. D'autres ont beaucoup de mal à se remettre de ces situations. Et c'est vrai qu'il y a aussi toutes les questions des enfants mendiants en France. La mendicité forcée, ça se voit dans toutes les rues. Effectivement, des communautés font mendier des enfants. Et là aussi, c'est très difficile de les aider. Parce que les enfants mendiants, quand effectivement ils sont aidés, arrêtés, alors parfois on les traite comme des délinquants, parce qu'il y a des délinquances forcées, et on les traite comme des délinquants. Mais bon, quand on a réussi à les mettre dans des centres spécialisés, généralement ils s'enfuient au bout de 8 jours et ils rejoignent leur clan, parce que c'est leur clan d'origine. Et c'est vraiment extrêmement compliqué aujourd'hui à aider en France. Plus les enfants, effectivement, qui sont ces enfants qui arrivent seuls, ces migrants qui arrivent seuls, des mineurs, ce qu'on appelle les mineurs isolés, où là, vraiment, les associations ont beaucoup de mal à les aider. Merci pour votre question, madame. Une dame juste derrière également, une autre question. Oui, alors on évoquait l'action des pouvoirs publics, mais on voit bien la difficulté qu'il y a à vouloir à la fois une chose et son contraire, c'est-à-dire attirer les entreprises pour faire du business, exploiter les différences entre les pays, donc la division internationale du travail pour obtenir des meilleures conditions pour les entreprises, etc. Et puis en même temps, de l'autre côté, dire oh, les inégalités nous choquent. Et donc on voit bien quand même que les États sont pris entre deux feux, et puis notamment l'Union européenne qui promeut quand même une dérégulation assez importante et des formes de dumping social, et puis de l'autre côté prétend les empêcher. Donc c'est quand même un peu un souci.
Moi, je voulais revenir sur l'histoire du commerce équitable, parce qu'il y a eu plusieurs choses. On a évoqué que c'était plutôt une niche sur un nombre de produits, en fait, assez limité. Mais quand on parle du café ou du chocolat, c'est des choses qui sont produites loin de nous. Donc, effectivement, c'est difficile de savoir dans quelles conditions elles sont produites. Et puis, on s'est quand même bien habitué à les consommer au quotidien. Et bon, ça existe aussi dans d'autres domaines, mais on voit bien que dans tout le domaine des produits manufacturés, de l'industrie, c'est quand même très compliqué, justement. Les vêtements, nos fameux petits écrans en tout genre, etc., de savoir comment ils ont été produits, on a l'impression de ne pas avoir trop de prise dessus. Et moi, je me demandais, en ce qui concerne le commerce équitable, il y a quand même des grosses différences. Par exemple, entre ce qu'on peut acheter, mettons chez Carrefour en termes de chocolat, et ce qu'on achète en magasin bio qui coûte tout de suite 3-4 fois plus cher. Donc ça calme déjà les envies de chocolat, c'est pas mal à certains moments. Et Quand vous parlez de Carrefour, madame, c'est sur des marques équitables également. oui, c'est pas la marque Carrefour, mais c'est dans les magasins Carrefour. Oui. Hein, mais une marque équitable aussi. Oui, oui, absolument. Pour comparer Oui. ce qui est comparable. De 1,30 €, 50 à 4-5 €. Quoi. D'accord. Et puis l'autre chose, j'ai vu récemment que le commerce équitable connaissait moins de succès actuellement, justement parce qu'il y avait une forte demande vers le bio. Et donc je me demande si c'est vrai. Est-ce que après un certain succès, est-ce que les gens délaissent ça un petit peu, ou comme vous disiez, est-ce que ça peut être des combats qui quelque part se rejoignent aussi? Du fumier. Alors là, je peux répondre, d'autant plus qu'on vient de faire notre conférence de presse ce matin même et publier les derniers chiffres, plus de 25% l'an dernier de consommation de produits équitables. Alors ça reste dérisoire, hein. Le panier moyen d'un Français, donc c'est une moyenne, la consommation de produits équitables en France, c'est 19 €. Donc ça reste ridiculement faible, hein, je parle d'une moyenne. Mais la progression est à 2 chiffres depuis déjà 4-5 ans. Et d'ailleurs, on s'interroge un petit peu sur le pourquoi. Parce que autant pour le bio, alors par contre, il y a une convergence hein, pour les produits venant du Sud, puisque maintenant le commerce équitable aussi est ouvert à des produits d'origine France. Mais pour les produits en provenance du Sud, effectivement, on a observé une convergence entre le équitable et le bio. Aujourd'hui, les chiffres de ce matin, c'était 84% des produits labellisés équitables sont aussi labellisés bio. Mais ça, je pense que c'est pour les raisons qu'on vient d'indiquer. C'est-à-dire les militants sont prêts à payer un peu plus cher, mais ils veulent quand même une certification soit du goût bio, soit gustatif, soit garantie bio. Mais non. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, moi, je pense qu'il y a un engouement relatif, bien sûr, mais quand même un accroissement des volumes de commerce équitable, c'est que les Français seraient soucieux aujourd'hui de certification. C'est-à-dire, on a observé, d'abord pour le bio et ensuite pour le commerce équitable, dès qu'il y a un problème de salmonellose ou de listériose, hop, il y a un accroissement de la consommation bio. Et on observe aussi ça, assez curieusement, sur les produits équitables. On met du cheval dans du bœuf, hein, dans la lasagne de bœuf, hop, ça monte. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un scandale, et donc il y a, semble-t-il, un souci des consommateurs, quand ils achètent équitable, d'être un peu certifiés, voilà, d'avoir un peu plus confiance que les produits standards. Donc ce n'est pas forcément par éthique que tout le monde achète nécessairement équitable aujourd'hui. Hein. Voilà. Juste pour vous dire que dans d'autres produits, la brodeuse du Guatemala, hein, qui brode à la main, etc., hein, elle vend son produit au même prix qu'un t-shirt. Hein. On est dans un rapport de 1 à 200, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que le commerce équitable, c'est aussi artisan du monde. Hein, c'est aussi alors, c'est surtout des produits agricoles, mais ça peut être des produits artisanaux. Mais sachez que oui, il y a encore aujourd'hui des gens qui brodent à la main et vendent un truc, mais talentueux, au même prix qu'un t-shirt standard et ce genre de choses. La constatation de madame, j'aimerais également revenir sur cette plaquette de chocolat de la marque équitable d'un grand distributeur et un autre chocolat équitable dans un magasin bio avec une différence de prix notable. Pourquoi ? Alors, en général, globalement, ce n'est pas forcément toujours une très grande différence de prix. Mais enfin, c'est vrai que comme pour les produits bio, les produits équitables sont aussi vendus dans des grandes et moyennes surfaces. Alors, dans la logique du commerce équitable, il y avait, et ça reste toujours des débats hein, sein de notre mouvement, entre ceux qui voudraient s'assurer que derrière le label, la certification équitable, tout soit équitable à tous les niveaux de la filière, et y compris donc la caissière du supermarché.
C'est-à-dire que si c'est vendu équitable dans un supermarché, est-ce qu'on peut s'assurer que la caissière soit correctement payée? On n'est pas là sur des histoires d'esclavage, mais enfin, disons, de paiement correct. Hein, voilà. Et alors, les gens... donc ça, c'était plutôt Artisans du Monde qui était porteur de cette idée-là. Et par exemple, Max Havelaar était... Non, nous, on ne certifie que seulement la répercussion du produit là-bas, dans les pays du Sud. Sachez que ce débat a encore un peu lieu au sein même du mouvement, hein, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Et j'observe que même Artisans du Monde, quand ils essayent justement d'assurer que c'est équitable à tous les échelons de la filière, ben justement, ils ont du mal à rentrer dans les paquebots pour savoir s'il n'y a quand même pas, au moment du transport, sur des bateaux de pavillon de complaisance, s'il n'y a quand même pas encore de l'iniquité. Donc vous voyez qu'on n'est pas à l'aise, franchement. On mène des combats, je pense, très imparfaits, le mouvement équitable, mais néanmoins, le fait de montrer qu'autre chose est possible, ça nous rend quand même, par rapport à l'interpellation des pouvoirs publics, ça nous rend quand même un peu plus fort pour dire, alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre? Pour rendre le commerce inéquitable plus équitable à l'échelle mondiale. Allez, on bouge. Vous avez parlé d'une conférence de presse il y a un instant, puisqu'il faut quand même le dire, à partir d'aujourd'hui ou demain, s'ouvre la quinzaine du commerce équitable. La quinzaine du commerce équitable, c'est-à-dire tous les adhérents du mouvement organisent, alors il y a beaucoup d'activités de plaidoyer, hein, en ce moment, pendant toute la quinzaine, justement, pour essayer d'expliquer ce que nous faisons, dans quelles circonstances, comment, et l'objectif ultime, bien sûr. Y compris en Loire-Atlantique, avec un bon nombre de manifestations oui, dans les jours à venir. Oui, faire équitable. Il y a des associations ici, en Loire-Atlantique, qui travaillent sur ces questions-là. Monsieur, dans le fond. Messieurs. Non, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le statut des prostituées actuellement à Nantes? Est-ce qu'elles sont assimilables sur le plan juridique au commerce, à l'esclavage? À l'esclavage. Voilà. Actuellement, en France, toute prostituée est considérée comme étant victime de traite des êtres humains. C'est la loi sur la prostitution qui date de 2016 et qui ouvre pour ces personnes des droits spécifiques si elles décident de quitter la prostitution et de se porter, de déposer plainte contre leurs exploiteurs, et même si elles ne déposent pas plainte. Ce qui est différent des personnes qui sont dans des situations d'esclavage à des fins économiques, qui n'ont pas effectivement actuellement les mêmes droits, et nous nous battons pour qu'elles les obtiennent. Mais effectivement, aujourd'hui, depuis cette loi, toute prostitution en France est considérée comme étant victime de traite des êtres humains, donc avec un statut spécifique. Juste si je peux me permettre de rajouter un chiffre, je ne connais pas la situation nantaise, mais on estime, quand on fait en tout cas des statistiques sur le sujet, que sur 100% de personnes en situation dite de prostitution, il y a au moins 90% qui sont victimes de traite sexuelle. Voilà. Ça veut dire avec une personne qui organise donc cette traite. Oui, alors... Elles ne sont pas elles-mêmes libres de leur action. Oui, mais alors... Bon, il y a aussi dans les 10% qu'on estime non victimes, passer aussi sur le déclaratoire, il y a aussi des systèmes quand même où il y a des personnes qui organisent. Bon, mais oui, en tout cas, ça veut dire dans des situations forcées de dépendance, et on est quand même sur une très 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 grande majorité de personnes qui sont en situation illégale et qui juste n'ont pas de papier. Il y a beaucoup de mineurs aussi en France. Et beaucoup, en fait, de ces personnes sont victimes de réseaux criminels. Il y a des vrais réseaux criminels internationaux qui, effectivement, notamment venant soit des pays de l'Est, soit du Nigeria, qui est effectivement le pays d'où viennent énormément de ces personnes prostituées via des réseaux, sont des réseaux criminels extrêmement organisés, contre lesquels, actuellement, la police se bat énormément. Il y a eu beaucoup de procès ces dernières années, beaucoup de réseaux qui ont été démantelés. Et de même que donc il y a moins de prostitution de rue, les choses se passent par des biais d'Internet, par Internet, et ces personnes qui sont soumises à ces réseaux sont déplacées d'une ville à l'autre
pour qu'on ne puisse justement pas en trouver la trace. Donc ce sont des réseaux très constitués au niveau européen, et actuellement, Interpol travaille sur la lutte contre ces réseaux. Il y a vraiment des systèmes. J'étais au mois de novembre en Italie à une réunion de juristes internationaux et de policiers, et qui racontaient effectivement la façon dont ces réseaux fonctionnaient et dont ils essayaient de lutter contre ces réseaux, et également de réussir à saisir les biens de ces réseaux criminels pour pouvoir effectivement, quand il y a un procès, que ces victimes puissent bénéficier de dommages et intérêts conséquents. Oui, je vous en prie. Je profite juste de votre question pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et pour répondre à la question de monsieur sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que la prise de conscience, effectivement, et l'ouverture et le soutien à la vulnérabilité des personnes qu'on peut identifier, ce qui suppose aussi la vigilance vis-à-vis de ces situations, elle est, en fait, c'est la première des choses qu'on peut faire en tant que citoyen. Et ça peut mener à des engagements associatifs comme les nôtres, employés, salariés ou bénévoles. Et ça peut aussi tout simplement vous permettre d'identifier des situations ou d'alerter d'autres personnes à identifier ces situations. Et voilà, sur la prostitution, c'est un vrai sujet. Vous parliez des personnes migrantes tout à l'heure. Bon, on est à la croisée de l'ensemble de la criminalité organisée qui exerce ces situations d'esclavage moderne. C'est-à-dire les personnes migrantes sont aujourd'hui extrêmement vulnérables à ces situations. Et donc, voilà, être conscient que aussi l'ensemble, quand on parle de la capacité des États ou des pouvoirs publics, l'ensemble des politiques qu'on peut mettre en œuvre vis-à-vis des personnes vulnérables, elles ont un impact sur ces situations d'esclavage moderne. D'autres interventions, questions? Oui, je vous en prie. Ici, il y avait quelqu'un ici, là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Moi, j'ai découvert à peu près 99% de ce que vous avez dit. Et vous avez été très clair sur un sujet qui est quand même pas évident à comprendre quand on n'y connaît rien. Donc voilà, pour ça, je voulais vous remercier. Et je voulais savoir, vous avez cité pas mal de chiffres qui étaient intéressants. Je voulais savoir si on voulait retrouver ces informations, sur quel site on peut aller, ou voilà, quelles sont les sources d'informations, on va dire, fiables, sur lesquelles on peut retrouver un peu ce qui a été dit ce soir. Alors, personnellement, pour les chiffres que j'ai cités, vous les retrouvez sur le site du Comité contre l'esclavage moderne, qui est www.esclavagemoderne.org. Donc, vous retrouverez effectivement ces chiffres. J'ai mis là quelques petits documents que vous pouvez prendre. Donc, vous aurez le nom du site, un peu le travail du comité. Et après, sur les sites, alors à la fois de l'OIT, du Conseil de l'Europe, de l'ONU, puisqu'il y a une partie de l'ONU qui lutte contre les formes contemporaines d'esclavage. Mais nous avons essayé en fait de résumer à la fois les textes internationaux, la loi française, et puis de voir aussi un petit peu les situations que nous rencontrons en France. Sur votre site Sherpa, il y a des infos? Oui, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Mais enfin, je veux dire, vous en trouverez sur chacun de nos dossiers. Mais évidemment, alors on est plus actif sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Facebook, où on a un flux d'informations et de veille sur nos sujets. Sur notre site, vous pouvez trouver des informations sur chacun de nos dossiers, la stratégie. Et ensuite, oui, sur ces sujets en général, c'est aussi faire une veille des médias en plus général. Et comme vous dites, une fois qu'on est alerte et qu'on a compris le sujet, il y a des informations qu'on voit passer différemment. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on s'intéresse à des nouveaux sujets. Merci. Alors, je voulais juste compléter, parce qu'effectivement, sur Facebook, le Comité contre l'esclavage moderne a à la fois un groupe, qui est un groupe où vous devez demander pour vous inscrire, qui fait plutôt une revue de presse française et internationale sur ces sujets, et une page Facebook qui vous donne effectivement plus précisément ce que fait le comité ensemble de sujets. Donc il y a quand même, et aussi un compte Twitter, donc on essaie d'avoir la totalité du panorama.
Et sur le commerce équitable également, j'imagine. Vous avez ce qu'il faut en termes de Oui, corps. oui, on a un site, oui, vous, Oui. vous tapez commerce équitable et ça vous apparaît tout de suite. Et notamment les derniers chiffres, hein, donc on vient de les publier là ce matin. Merci. Il y avait une autre intervention ici. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais remercier les participants à cette réunion ce soir là, pour les informations qu'ils nous ont apportées sur cette notion qui n'est pas toujours très claire pour tout le monde sur l'esclavage moderne. Moi, j'interviens plutôt sur le commerce équitable. Je n'ai pas de questions à poser. Moi, je me suis intéressé au commerce équitable il y a un certain nombre d'années. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que le commerce inéquitable. Qu'est-ce que c'est que le commerce finalement conventionnel? Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et j'ai vu qu'il y avait une évolution très importante, à savoir qu'il y a quelques années, c'était le commerce nord-sud, uniquement nord-sud, et on s'aperçoit que le nord-sud est devenu également nord-nord. Ça veut dire que finalement, les responsabilités sont établies, que finalement, les règles sont les mêmes à l'échelon international, sur le fonctionnement de la mondialisation, etc., le profit qui est partout dans les grandes entreprises et autres. Alors moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, tous responsables? Alors moi, j'ai dit à mon niveau, on aborde une période qui est la quinzaine du commerce équitable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, première chose, on peut acheter des produits du commerce équitable, du chocolat, du café, du thé, tout ce que vous voulez, très bien. Mais il y a autre chose qui m'a beaucoup marqué. Je suis allé il y a quelques années dans une grande surface. J'ai demandé, nous sommes dans la quinzaine du commerce équitable. On m'a regardé, c'était à l'accueil, on m'a dit, ah bon, on va se renseigner. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, alors du coup, si je vais par exemple à un magasin, je ne veux pas le nommer, route de Vannes, un grand magasin, une grande entreprise, une grande surface, il n'y a pas le mot commerce équitable, hein, c'est bio, c'est le quartier bio en grosses lettres majuscules. Alors moi, ce que je vais faire, je vais aller demander à l'accueil, est-ce que vous savez que nous sommes dans la quinzaine du commerce équitable? Est-ce que vous avez des bananes du commerce équitable? Pendant très longtemps, il n'y en avait pas. Je m'aperçois qu'il y en a un petit peu plus souvent maintenant, bon, ça va. Mais je veux dire, si beaucoup de personnes demandent à l'accueil, tiens, qu'est-ce que vous avez fait dans votre magasin pour le commerce équitable, pour la promotion des produits? Alors ils vont s'interroger, ils vont dire, ah là, ça intéresse pas mal de monde, ça. Il faudrait peut-être qu'on fasse attention, comme on risque de perdre des clients, là. Hein. Comme la notion du profit est toujours derrière. Ouais, je crois que voilà. C'est très modeste ce que j'ai là, mais ça fait partie de tous responsables. Ben oui, on est tous responsables, et en particulier dans cette période-là dans laquelle nous rentrons, on peut peut-être faire des efforts les uns ou les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez. Vous avez entendu, demain matin, on va tous chez Auchan, route de Vannes, à l'accueil. Et on n'oublie pas de rappeler le commerce équitable, d'accord? Ah, ils vont être contents. Vous voulez peut-être dire quelque chose là-dessus, Marc? Forcément, vous applaudissez, vous aussi. Oui, bah évidemment, j'applaudis. Alors, dans les progrès récents, Monoprix, par exemple, aujourd'hui, toutes les bananes sont et bio et équitables. Donc c'est un des gains. Hein. Justement, dans l'accroissement de chiffres récents, il y a le fait qu'ils ont opté systématiquement pour toutes les bananes bio et équitables, c'est-à-dire doublement labellisées. Alors, après, on a le droit de s'interroger sur pourquoi c'est les vertueux qui sont obligés de payer 2 certifications. Hein. Je veux dire, dans ce monde, ce n'est pas les truands qui sont taxés ou en prison, mais c'est les vertueux qui sont obligés de payer pour certifier qu'au moins, ils font un geste. Quoi, hein. Mais on en est là aujourd'hui. C'est bien malheureux. Juste pour vous dire qu'effectivement, le commerce équitable s'est ouvert aujourd'hui à des produits d'origine France. Alors là, évidemment, ce n'est pas des conditions d'esclavage. Hein, on sort un peu du sujet. Mais c'est vrai qu'il y a un tel taux de suicide aujourd'hui chez les agriculteurs français et de misère qu'effectivement, on s'est inspiré quand même des succès et des modalités des produits en provenance du Sud et de voir que ça a un impact positif là-bas pour essayer de faire pareil pour des produits d'origine France ici. Je crois que c'est quand même pas inintéressant de pouvoir sortir quand même un certain nombre de paysans français aujourd'hui de cette extrême pauvreté dans laquelle ils sont. D'autres interventions, des questions, des commentaires? Oui, dans le fond. Et puis un monsieur ensuite devant. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien parce qu'il y a de la jeunesse en plus. Ça, c'est chouette. Du coup, déjà, je voudrais commencer par vous remercier pour tous les apports que vous avez pu nous faire, parce que moi, ça m'a paru super clair et ça m'a surtout fait réaliser qu'en fait, on pense beaucoup avec nos ressentis et de la façon dont on perçoit la société de consommation. Et du coup, ça me fait me poser une question sur l'éducation qu'on a eue par rapport à ça, qui est presque inexistante en fait. Et du coup, à l'éducation des jeunes qui sont encore à l'école. Et du coup, est-ce que vous, là, vous nous avez fait
des apports qui m'ont paru simples et clairs, donc peut-être pas des choses aussi poussées qu'on pourrait apporter, mais je pense qu'il y a vraiment des apports comme ça à apporter dans l'éducation des tout jeunes, parce que si on s'y intéresse pas, on se rend compte qu'en fait, on ne le sait pas, en fait, on nous en parle pas. Donc voilà. Merci. Ils sont chouettes, les jeunes. Ouais. Mais nous, on doit dire qu'effectivement, sur notre site internet, on avait beaucoup de demandes de jeunes qui faisaient en première ou en terminale, je sais plus, en première, on fait des travaux pratiques accompagnés, et voilà, TPE, et les sujets... Et les sujets, effectivement, l'esclavage moderne, on avait énormément de demandes. Ils étaient très contents du site. Ils disaient merci beaucoup, ça nous a beaucoup aidé. Et nous, on était vraiment tellement contents de voir que ces jeunes venaient travailler sur ces sujets-là. Et chaque fois qu'on est allé dans des écoles ou dans des lycées, parce qu'on a des demandes, et on le fait évidemment avec plaisir, et les élèves ou les collégiens ou les lycéens sont extrêmement intéressés par le sujet, donc ça donne espoir. Sur le commerce équitable, j'imagine que vous abordez aussi souvent la question. Après. Oui, enfin, comme toutes les associations, on a nos œuvres de plaidoyer. Mais je pense qu'en termes d'éducation, ce qui manque très honnêtement, je pense, aujourd'hui, c'est le lien précisément entre cet esclavage-là dont on parle, contemporain, de découvrir que c'est des gens qui en fait se sont retrouvés dans des conditions d'extrême vulnérabilité, et les causes de la vulnérabilité, que ça puisse être le commerce mondial, dans des échanges aussi inégaux. Et ça, je crois, la relation entre le commerce mondial, dans des conditions extrêmement inégales, la pauvreté de la paysannerie, l'exode rural dans un premier temps, la délinquance, parce que, y compris des cireurs de chaussures à Bogota, je veux dire, au coin de rue. Ben moi, je suis désolé, un gamin qui essaye de se mettre dans un autre coin en se disant je vais pouvoir cirer davantage de chaussures, il est cogné. Il est cogné, c'est-à-dire il a un protecteur. Il est quasiment dépendant comme une prostituée l'est dans le partage des coins de rue, quoi. Et ça, c'est quand même... Et ses parents étaient sans doute paysans, je veux dire, c'était ça quand même. Et ça, c'est le quotidien. Puis ensuite, les moins pauvres des pauvres parviennent à payer un passeur et ils se retrouvent coincés en Libye dans les conditions qu'on nous raconte, quand même. Parce que... Et après, ceux qui arrivent en France, oui, il y en a effectivement. Ils n'ont pas leur passeport et ils travaillent dans les conditions qu'on vient d'indiquer là. Moi, c'est cette relation-là, quoi, je veux dire, qui manque. Cette compréhension de ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de se battre juridiquement pour essayer, voilà, ceci, cela, quoi. Merci, merci pour vos remerciements. Merci, c'est rare en fait quand on intervient. Je ne sais pas si c'est local, mais en tout cas c'est bien. Je pense que on parlait de l'importance des pouvoirs publics, du rôle des pouvoirs publics tout à l'heure, et il me semble que sur l'apprentissage des inégalités et donc la lutte contre ces inégalités, on a effectivement une énorme on a un énorme défaut en termes d'éducation et je pense que ce serait le rôle aujourd'hui des pouvoirs publics et de l'éducation nationale d'aller sur ce terrain de l'apprentissage des inégalités. Alors les inégalités entre notre pays et les autres, et dans quelle mesure on en est responsable et depuis quand et par quels éléments de notre histoire. Et puis les inégalités aussi nationales, je pense qu'on a vraiment une énorme lacune sur ces sujets. Donc effectivement, c'est à chacun petit à petit de se saisir de ce sujet. Et une fois de plus, c'est d'où l'importance, quand on va voter, de se tourner vers des personnes qui, derrière, seront capables de mettre en place des politiques publiques qui permettront peut-être d'avoir un peuple plus éveillé sur ces questions. Chacun a son analyse sur pourquoi on ne fait pas cet apprentissage des inégalités à l'école, mais je pense que aussi c'est à l'échelle nationale, ça peut faire peur peut-être d'éveiller tout le monde à ces sujets si tôt. Parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens pour lutter contre eux aujourd'hui. Les dernières questions, ça va être donc, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de la soirée, monsieur et madame. Une suggestion qu'on peut faire à monsieur Jean-Marc Ayrault, qui est chargé institutionnellement de l'esclavage moderne. Avec la fondation, ce qui n'est pas encore tout à fait... Pas de l'esclavage moderne, il est chargé de la mémoire de l'esclavage. Ouais. Mais voilà, c'est la proposition de monsieur, c'est qu'on aille aussi dans cette direction de l'esclavage moderne. Ça serait bien d'aller jusque-là.
Écoutez, on passera le message à l'ex-maire de Saint-Herblain. Oui, alors, bonsoir à tous. Merci en tout cas pour ce travail que vous faites, qui pour le coup, tout le monde l'a dit, hein, je ne vais pas redire ce que les autres ont dit, mais en tout cas, c'est très bien. Je voulais simplement répondre à mademoiselle qui est là-bas, que je ne connais pas son nom, Élise, qu'effectivement, il existe des outils pour sensibiliser sur la question du commerce équitable. Moi, je m'en sers. C'est sur Arte. C'est un dessin animé qui dure à peine une dizaine de minutes, qui est super intéressant. Il y a 2 semaines, j'avais des primaires au nombre d'une vingtaine d'enfants. Ils ont regardé le dessin animé qui a été produit par Arte, justement, et pour expliquer cette question de commerce équitable, avec des mots justes, adaptés. Je dirais qu'il est valable non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que les mots sont très clairs. Et à la fin, on a échangé autour de ça, et j'avais 7 parents qui sont arrivés et sur le périscolaire, et les parents sont restés et m'ont dit, mais vous savez, comment vous avez fait pour pouvoir aborder ces questions-là, parce que nous, on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Je dis, ben, madame, je suis comme vous, je n'ai rien fait. J'ai simplement cet outil-là qui dure 10 minutes. C'est un dessin animé avec des mots adaptés. On voit des adultes qui travaillent, qui exploitent des enfants. On voit des enfants qui sont sortis des écoles avec des machettes pour aller travailler dans les champs de cacao, dans des pays africains, en Côte d'Ivoire et au Brésil aussi, évidemment. Donc, il existe des outils. Il faut simplement, c'est vrai, aller chercher. Mais je pense que c'est sur le site internet d'Arte qu'on trouve ces vidéos. Oui, mais il y a longtemps, parce que la vidéo, elle existe depuis une dizaine d'années à peu près. Et moi, je m'en sers depuis qu'il est... Parce que je suis aussi bénévole au CCFD. Du coup, j'ai pu mettre la main dessus. Merci. Ça s'appelle Chocolat équitable. Voilà. Merci pour cette information-là. Voilà. Madame, merci. Et ensuite monsieur, pour terminer les questions de la salle. Oui, moi je pense que c'est dès l'enfance et au travers déjà de la cellule familiale qu'on peut sensibiliser les enfants à l'équité, l'esclavage des uns des autres, au travers des lectures, éventuellement d'émissions de télé, même des films et autres. Merci madame. Cellule familiale très importante également. Et monsieur, si vous voulez bien prendre la parole. Bonsoir à tous les trois et à vous-même. Et ce que je voulais dire, en fait, simplement, c'est une question. Est-ce qu'on ne devrait pas être comme la Suisse? Tout simplement. Alors, est-ce que je suis obligé de développer ce que c'est la Suisse? D'accord. Donc, en fait, la Suisse est indépendante, ne fait pas partie de l'Europe. Elle a son économie monétaire à part, politique à part. Ses lois, elle les vote, mais... par canton, et c'est un vote à un certain, on appelle ça unanime, ou un référendum. Ah oui, c'est ça. Bon. C'est assez souvent qu'ils font des référendums, d'ailleurs, surtout, sur le budget, sur l'agriculture, sur l'économie. L'agriculture aussi, les frontières se ferment et se ouvrent, quand ils ont besoin ou pas, en alimentation, en gaz, en tout. Donc voilà, c'est ma question. Un peu plus de maîtrise de ses propres politiques, quoi. Apparemment, ils ont une politique différente que la nôtre. Alors, est-ce que certains... Moi, je vais répondre pour les questions qui concernent l'esclavage contemporain. Des victimes d'esclavage contemporain, il y en a beaucoup en Suisse, donc ça ne change pas le statut de ce pays hors Union européenne et ne change pas grand-chose. Je dirais aussi qu'on sait que beaucoup de gens mettent leurs milliards de profits tirés de toutes ces exploitations illégales dans les coffres suisses. Donc je ne suis pas sûre que ce soit pour nous le meilleur modèle, mais voilà. Non, effectivement, Non. Oui. Oui.
Parce qu'il y a eu beaucoup de luttes, les États ont réussi effectivement à faire claquer. Mais enfin, ça a été très longtemps. Il reste, et notamment des très grandes fortunes venues, pour nous, nous le savons, des pays du Golfe, où on a des situations humaines de domesticité qui ne sont vraiment pas... Plus, comme il y a beaucoup d'organisations internationales, des gens qui ont l'immunité diplomatique, en ce qui concerne l'esclavage contemporain, c'est pas un pays vraiment magnifique. Clara ? Je trouve le sujet intéressant parce que c'est le cœur de comment on fait pour réguler davantage et avoir plus d'emprise sur les phénomènes, alors à la fois sociaux internes mais aussi internationaux. Et malheureusement, je pense que l'exemple de la Suisse nous montre aussi qu'un certain protectionnisme ne nous empêche pas du tout d'être victime et aussi acteur des phénomènes d'esclavage moderne. Ce sujet-là, en particulier, il y a des multinationales suisses qui exploitent de la même manière que les multinationales françaises. Il y a des formes d'esclavage moderne qui sont très présentes en Suisse, et notamment on parlait de la prostitution tout à l'heure, c'est un phénomène qui est tout aussi problématique en Suisse qu'en France. Donc, je pense que la situation actuelle commerciale et des relations internationales et financières, malheureusement, fait que c'est pas parce qu'on sort de l'Union européenne qu'on va pouvoir se protéger. Et au contraire, justement sur ce sujet, l'Union européenne a été bien plus progressiste et bien plus moteur que les nations, en tout cas sur les questions d'esclavage moderne. Merci à vous tous. On peut les applaudir, oui, pour cette soirée. Merci à vous, Clara Gonzalez, Sylvie Audy et Marc Dufumier, pour ces réponses à ces questions qui étaient très vulgarisées, comme je crois qu'on vous l'a dit à plusieurs reprises. Merci à vous tous également pour votre participation. Je voudrais remercier aussi Marion et Rémi, nos interprètes de cette soirée, qui ont fait un bon boulot aussi. Ouais. Merci au service de communication de la ville de Saint-Herblain. Merci aux techniciens également qui a sonorisé cette soirée. Et je vous propose le prochain rendez-vous de Place Publique. Ce sera le 20 juin avec une question « À bas les pauvres ?» point d'interrogation. On va parler stigmatisation justement de cette pauvreté en France et ailleurs. Merci de votre attention. Passez une très bonne soirée. Bonne nuit à toutes et tous.